Bon, vous reconnaissez ici? Et là maintenant, Pierre-Guillaume, bonjour, enchanté. Donc je me retrouve, plus d'électricité dans le mobil-home. Je reçois la visite d'hommes armés qui sont venus pour me tuer. Vu qu'on était 4, t'es quand même pas en Colombie, donc tu butes pas 4 mecs de 4 familles différentes. Tu retrouves au fond du parc un cochon avec une trace de balle. J'en ai eu 5 tués par balle. Ça te tue. Ah, ça a des dents de fou et ça a une puissance, c'est 10 fois la morsure d'un chien. Je l'ai eu vu de mes yeux, 2-3 mecs, 60-70 ans, avec une douzaine de gonzesses, 18-25. C'est les premières salaisons de la ferme des cochons laineux. Et quand on m'a annoncé qu'on me tuait les animaux, franchement, je me suis effondré et j'ai passé 2 ou 3 heures tout seul et où j'avais qu'une envie, c'est que tout s'arrête. Bon, Pierre-Guillaume, rendez-vous pour la grande discussion. On est là, Mathis. On est là un peu pour revenir sur tous les épisodes qui ont marqué ta vie, tous les épisodes qui ont marqué du début de ton exploitation jusqu'à maintenant et toutes tes péripéties qu'il y a eu au milieu. Donc je vais te poser une question d'un grand philosophe que tu connais sans doute, Pierre-Guillaume. Présentez-vous. Écoute, Pierre-Guillaume Mercadal, je suis éleveur de cochons laineux à Montjoie, paysan charcutier, donc j'élève, je fais naître, j'engraisse et je transforme. Voilà. Tout ici 37 ans. Est-ce que c'est quelque chose que dans lequel tu as baigné, l'élevage, ou du moins la culture rurale, déjà pour commencer? Dans ta famille, est-ce que ça a toujours baigné dans cette culture rurale, ou alors c'est toi qui es arrivé comme un alien? Alors moi, j'ai été un peu l'alien d'y revenir, mais c'est les grands-parents qui étaient dedans. D'accord. Donc oui, j'ai toujours... Moi, ça fait plus de 20 ans que je sais que je veux être paysan. D'accord. Qu'est-ce qu'ils faisaient tes grands-parents? Mes grands-parents, ils faisaient de la polyculture élevage, c'est-à-dire qu'ils faisaient un peu de céréales, un peu de vaches laitières et du chasselas de moissac. Ah ouais. Et du côté de tes parents, après, la génération d'après, ça... La génération d'après, mes parents, c'est des 68 arts, si tu veux, au niveau génération. Donc cette génération-là, on poussait tous les gamins à pas reprendre les fermes parce que c'était déjà très complexe le monde agricole. Ouais. Et donc voilà, mes parents sont sortis et toute leur vie, j'ai entendu mes parents dire qu'ils rêvaient de se retrouver une ferme pour leurs vieux jours. Et puis finalement, c'est moi qui y suis parti. Par curiosité, c'est devenu quoi l'exploitation de tes grands-parents du coup? Ça a été vendu il y a presque 30 ans en arrière. Ouais. Et ouais, il y a 30 ans en arrière pile. D'accord. Et voilà, aujourd'hui, c'est à d'autres gens. Je ne sais pas ce qu'ils font exactement. Ouais. Et du coup, tu as quand même baigné malgré que ce soit pas dans l'élevage, tu as quand même baigné dans la culture rurale, tout ça? Ah mais tout à fait, mais mes grands-parents, ils avaient des lapins, des poules, des vaches, Mes parents faisaient le pâté, ma mère fait toujours le foie gras, ils faisaient le confit, le magret, c'était les traditions familiales. Moi, j'ai grandi justement dans cet amour de la ruralité, de la bonne bouffe, voilà. Du coup, même au sein de tes parents, du coup, qui ont reçu cette c'est eux qui transmission m'ont transmis ça. Moi, ma passion première, c'est la cuisine, si tu veux, ouais. et tout ce qui est terroir, quoi, les bons produits, et les choses simples, quoi. Et du coup, toi, c'est quoi le déclic qui t'amène à te... Il y en a 2. Le premier, c'est que je savais que je voulais être paysan parce que c'est une vie difficile, mais où tu es libre. Et ça n'a pas de prix. Ouais, c'est quelque chose que tu cherchais, toi. Ouais. Et l'autre truc, c'est mon autre passion, on va dire, c'est tout ce qui est histoire, géopolitique. Et je pense qu'on va vers des temps complexes. Et que plus tu peux avoir un peu d'autonomie, un peu de terre, plus tu seras à l'abri si on en vient à des périodes compliquées. Et voilà, si le pays doit connaître des temps complexes, je sais que ma famille et mes proches auront à manger, seront en sécurité, etc. Ouais. C'est ça qui t'a motivé au début Ça, c'est une de mes plus grosse motivation. Ouais. D'accord. Ouais. C'est vraiment les deux. Je savais que je voulais être paysan, la terre, tout ça. Après, je savais que je voulais faire de l'élevage parce que j'ai rien contre le fait de faire pousser des céréales ou d'avoir des arbres. Mais t'as pas le même lien qu'avec les animaux. Et moi, je savais que je voulais être avec des animaux. Et donc, après, j'ai fait des stages, j'ai fait des diplômes agricoles. Et c'est comme ça que j'ai découvert le cochon laineux et que j'ai su que c'était ça que je voulais faire. Et justement, du coup, au niveau études et tout, t'es directement parti là-dedans? Non, pas du tout. Je suis pas. En fait, j'ai eu une scolarité. J'étais un peu pénible, donc j'ai eu une scolarité. Puis j'ai perdu mon père assez jeune, donc
Je faisais un peu le con, donc de là j'ai quand même fait un BTS agricole. Et puis après, sorti de là, j'ai commencé à travailler comme videur de boîte de nuit en fait pour économiser. Bon, on m'a proposé ça parce que je faisais des sports de combat, etc. Et donc j'ai fait ça oui, bon, le gabarit fait pas l'homme, hein, mais après, voilà, j'ai fait ça pour économiser, pour rentrer un peu d'argent parce que voilà, ça m'a été proposé, c'était intéressant. Puis dès que j'ai pu, je me suis lancé dans l'agricole. D'accord. Et donc du coup, d'entrée de jeu, le porc laineux, le cochon laineux. Exactement. Pourquoi ? Parce qu'en fait, je voulais faire du cochon. Parce que dans le cochon, tu perds rien. Et c'est un élevage qui est pas si complexe que ça à mener. Et en fait, je voulais une race très rustique, très résistante, élever mes animaux sans vaccin, en bio, en extensif. Et donc au départ, comme tout Gascon qui se respecte, je pensais partir sur du porc gascon ou même du Bigorre un peu plus de chez toi, tu vois. Et puis j'ai découvert le cochon laineux qui est très méconnu en France, mais qui à l'inverse est très connu dans les pays de l'Est. Et en fait, c'est un animal qui est assez sympa, tu vois, qui est assez qui est pas agressif, qui est extrêmement résistant, qui encaisse le chaud, le froid, qui a un gras, ça a été un des facteurs clés, c'est que ça a un gras qui est bon pour la santé en fait. Alors bien sûr avec modération, mais c'est un gras qui est très riche en acides gras insaturés, contrairement par exemple au rose, mais ça vient aussi et de la race et du fait que tu élèves 4 fois plus longtemps, presque 5. C'est-à-dire qu'un rose c'est 5 mois et demi, 6 mois d'élevage, moi c'est 24 mois. Donc c'est pas du tout la même chose. Moi je raisonne pas en ce qu'on appelle le GMQ, c'est-à-dire le gain moyen quotidien. Quand tu élèves un porc en bâtiment, il faut qu'il prenne 400-500 grammes tous les jours en fait. Moi je m'en fous complètement. Ils ont 2 ans pour grandir, faut qu'ils poussent, faut qu'ils prennent, mais on les booste pas. Et toi qui es un fameux amateur de bonnes choses, tu dois savoir que la clé dans l'élevage pour la bonne viande, c'est de prendre le temps. Peu importe la race dont on parle. Un vrai bœuf, il faut des années. Des poulets, si tu les élèves en 50 jours, ça n'a rien à voir avec le vrai poulet fermier qui a 4 ou 6 mois. Voilà, Exact. Si tu prends le temps, tu as autre chose. Et donc, si tu veux, tu avais un gras bon pour la santé, un animal très rustique et vraiment le goût de l'excellence. C'est-à-dire que moi, si tu veux, ce qui me motive le matin, c'est d'élever ce qui, pour moi, se fait de mieux et d'essayer de faire des produits délicieux quoi. Moi si tu veux, je veux vraiment que quand on goûte mes produits, on passe un bon moment, on découvre un truc. Tu vois, on a pu en manger quelques-uns à midi, c'est différent quoi, tu vois, c'est vraiment sympa. Et du coup, pourquoi l'aventure ici à Montjoie ? Est-ce que tu avais une attache familiale ? En fait, je suis originaire du Tarn-et-Garonne. Ouais. Ma famille, côté maternel, est de Moissac, à 15 km d'ici, depuis le Moyen-Âge. Donc autant te dire qu'ils sont d'ici. Il y a un sacré ancrage, quoi. Ah, des voyageurs, quoi. Depuis la Révolution, ils avaient fait 17 km. D'accord. Tu vois, ça voyage. Grand road trip. Gros road trip. Et donc, du coup, en fait, je cherchais à être à moins d'1 heure de ma mère pour être là pour ses vieux jours. Ma mère était en Montauban. Mais j'ai cherché même dans les départements autour, j'ai cherché partout. Mais je voulais de la forêt chêne-châtaignier pour qu'il y ait les glands et les châtaignes pour les cochons. Et j'imaginais pas pouvoir acheter tant de terre parce qu'ici j'ai fait un très joli coup, j'ai eu la terre vraiment pas chère. Je peux te dire 1 400 € l'hectare, tu vois, c'est très accessible. Ce que je voulais, c'était des terres d'un seul tenant. Et ici, je cherchais une quinzaine d'hectares. Et ici, j'ai trouvé de la terre à 1 400 € l'hectare, 31 hectares d'un seul tenant. Okay. J'ai dit c'est là en fait. Ouais, c'est ça. Et puis dans le milieu agricole, je sais pas ce que tu sais de tout ça, mais il y a un truc qui s'appelle la SAFER, qui fait que si tu veux acheter des terres, on peut bien t'emmerder en étant poli. Et pour la forêt, au-delà de 4 hectares d'un seul tenant, il n'y a plus de SAFER. D'accord. La forêt, en fait, tu as énormément d'avantages, c'est-à-dire que tu paies quasiment pas d'impôts fonciers, parce qu'en fait, c'est un truc de milliardaire, la forêt. L'essentiel des forêts françaises appartiennent à des milliardaires qui utilisent ça pour défiscaliser. Parce que ta forêt, elle peut pas perdre de valeur. Soit les arbres, ils vont grossir et tu peux faire du bois, soit ça devient de la terre agricole ou des zones constructibles, donc ça prend de la valeur, quoi. Tu peux pas perdre d'argent. D'accord, ouais. Voilà comment j'ai atterri ici, ça a été l'occasion qui a fait le larron. Pour finir un peu sur tout ça, est-ce que tu as d'autres activités en plus de l'élevage des porcs laineux ? Alors d'autres activités professionnelles, non. J'ai eu dans les années difficiles, jusqu'à ce que Hugo Papacito me sauve, hein, littéralement. J'étais obligé de retourner dans le milieu de la nuit en plus du boulot à la ferme parce que je gagnais pas ma vie. Mais sinon, non, après j'ai beaucoup d'activités sur la ferme, tu vois, là, développer des poules, un poulailler, avoir son potager, on a mis des ruches, hein, on veut faire du bœuf aussi pour nous, tu vois, voilà, mais c'est pas des activités vraiment professionnelles. D'accord. Écoute Pierre-Guillaume, on arrive sur un des parcs là.
Donc si tu pouvais me présenter un peu ce qu'on y fait là, ce qui se passe ici un peu. Alors ça, c'est le parc que les gens ont toujours vu dans nos vidéos, pour tous les gens qui nous suivent. C'est le parc qui maintenant ne sert plus qu'à l'engraissement. Donc il y a 13 hectares de parc et j'y garde moins d'une centaine de cochons. Là, on est là où on m'avait abattu les cochons il y a 1 an. Donc grâce à vous, qu'est-ce qu'on a fait comme travaux dans ce parc? Alors déjà, on a changé le grillage par endroits et à d'autres endroits, on l'a rehaussé pour faire vraiment un fort à l'amo pour les cochons. Ensuite, la dalle de béton où je nourrissais s'arrêtait là. Maintenant, elle court jusque là-bas, donc il y a une trentaine de mètres en plus de dalle béton. Oui. Donc j'ai construit ça, comme ça me fait un double sas pour capturer les animaux, aussi bien pour les amener à l'abattoir que pour les soins vétérinaires. Ou aussi, quand dans l'autre parc j'ai des naissances, j'attrape les petits, je castre les mâles, et ensuite je les amène là-dedans, et ils peuvent rester dans ce sas un peu, pour que, entre cochons qui ne se connaissent pas encore, ça s'habitue au niveau des odeurs, tout ça, pour y aller en douceur. Donc voilà, ça a été l'air de rien des gros travaux, parce qu'ici tout est compliqué vu qu'on est loin de tout. Il y a un paquet de béton. Donc voilà, donc on va appeler les cochons, et même s'ils ont déjà mangé aujourd'hui, on va leur mettre un peu de rab. Yep, yep, yep! Allez, allez, allez! Yep, yep, yep! Allez, allez, allez! Yep, yep, yep! Alors là, si on attend un peu, tu vas pouvoir faire quelques images des cochons qui arrivent. Là-bas, il y en a 3 qui arrivent, mais ça devrait monter de partout, parce que le parc, comme tu as pu le voir, est plutôt grand. Tu peux rappeler un peu combien de parcs tu as et combien de cochons en tout depuis... Donc là, aujourd'hui, on a à peu près 130 cochons. Donc on en a, je dirais, à peu près 80 dans ce parc. Et il y a 18 reproducteurs dans l'autre parc avec, à l'heure actuelle, une trentaine de porcelets qui seront bientôt capturés. Et certains que je ne vais pas capturer puisque j'en ai déjà parlé, mais je vous le confirme. Le site n'est pas encore prêt pour les adhésions. Ça va arriver dans les jours qui viennent, mais le 21 juin, il y aura bien un banquet au profit de l'association. Et donc, en fait, il y a des porcelets là-bas que j'engraisse et que je garde. Je m'embête pas à les castrer ou quoi, parce que c'est ce que vous allez manger au banquet, les amis. Là, c'est l'excitation. Il y en a même pas la moitié, là. Là, ils ont entendu que t'as gueulé, là, ou... Ouais, mais vu qu'ils ont déjà bouffé, ces enculés... Ah oui, ok, ouais. Il y en a qui sont à la sieste, il y en a qui boivent à la mare, il y en a qui fouinent le sol. T'en as des bien gros, là, après la carrière. Ah, j'en ai un paquet qui sont prêts à tuer, là. Ah oui, oui. Ils sont là depuis août, les types. Ouais. Ils ont bien mangé à la cantine. T'en as combien qui sont prêts, là, à la transfo, par exemple? Bon, on est... au moins 50. Ah oui, quand même. C'est les aléas du direct, ils ont déjà mangé ce matin, donc il y en a une petite moitié qui viennent se pointer. Les autres, ils doivent être en train de siester royalement. Là, il y a des bébés, parce que tu as une femelle qui est arrivée il y a 4 mois, et qui en fait était pleine. Ouais. Ce qu'on n'avait pas vu. Et donc le petit cochon laineux, il a la livrée, tu vois, comme le sanglier. Mais ça n'a rien à voir. Tous les cochons laineux, on l'a livré, comme ça ils sont rayés. Et après ça va s'unifier, soit en blanc, soit en roux, soit en noir et blanc. C'est une race qui est extrêmement populaire, c'est même un symbole national en Hongrie. En Hongrie, tu arrives à la capitale, à l'aéroport, tu as un cochon laineux empaillé, si tu veux. Ah oui, d'accord. Sauf que c'est impossible de se les procurer là-bas, c'est les seuls dans le monde qui détiennent le lof. Et pour te donner une idée, en Hongrie, le salaire minimum, je crois que c'est de l'ordre de 400 balles par mois. Ouais. Si tu sors des cochons laineux reproducteurs, donc femelles ou mâles entiers, et que tu te fais toper à la frontière, c'est 3000 balles d'amende par cochon. Ah oui, d'accord. Et la race, elle a été sauvée en fait par les Espagnols. Parce qu'ils avaient des problèmes de consanguinité sur l'ibérique. Et donc ils ont cherché un cochon qui soit de qualité égale ou supérieure, qui s'élève lentement de 2 ans, qui soit très rustique. Et donc en fait, c'est les Espagnols qui, à la chute du mur de Berlin, sont allés en Hongrie, en Roumanie, etc., qui ont trouvé des fermes où il y en avait encore un peu, mais c'était en train de s'éteindre, qui ont filé des sous pour relancer le laineux et qui s'en sont ramenés pour en mettre un peu dans l'ibérique pour remettre un peu de sang frais dans la génétique qui périclitait. Ok. T'es du Béarn, ouais. Tu connais les Espagnols comme moi. Ouais. Pour que les Espagnols disent que c'est aussi bon que l'ibérique, c'est donc que c'est meilleur. Ouais, c'est ça.
Ok, bon, là, Pierre-Guillaume, on a bougé un coup, on est parti en 4x4. Où est-ce qu'on est exactement là? On a changé d'enclos. Et bien là, mon poulet, on est dans le parc de reproduction. Donc c'est un parc qui fait 7 hectares et demi, où il y a 18 reproducteurs. Donc je te dis pas la belle vie, ils ont quasiment 5000 m² chacun. Tu as 2 hectares de prairie, donc là, avec 5 hectares et demi de forêt. Donc ben ça c'est pareil, c'est grâce au soutien qu'on a pu faire ce parc qui n'existait pas l'an dernier quand on m'a abattu le cheptel. Donc ben là tu vois, tu as une belle aire bétonnée pour capturer les petits, etc., soigner, tout ce qu'on veut. Et il y en a quand même une trentaine là. Mais bon, vu qu'ils ont mangé ce matin, on va voir, c'est à la grâce de Dieu. Et donc aussi, ben, j'ai pu créer ce chemin empierré là. Et voilà. Voilà ce qu'on a pu créer grâce à l'aide des gens. Et après, du coup, pour expliquer un peu aux gens, c'est quoi l'intérêt d'avoir un parc exclusif? L'intérêt d'avoir un parc exclusif pour la reproduction, c'est que tu n'as pas de problème de femelles qui sont prises trop tôt. À l'engraissement, si tu as des reproducteurs mélangés avec les cochons d'engrais, les femelles peuvent être prises, ça va leur casser la croissance, ça va stopper l'engraissement, c'est pas bon du tout. Ça peut créer de la consanguinité, etc. Ouais. Donc là, tu as vraiment juste des reproducteurs sélectionnés. Et on laisse grandir les petits avec la mère en sevrage naturel. Et à peu près à 3 mois, on les capture et on les fout dans l'autre parc où on était tout à l'heure. Donc ils naissent là, ils vivent 3 mois, ils sont engraissés presque 2 ans là-bas. Et ensuite, c'est abattoir, puis laboratoire. Et les jambons sèchent 2 ans là-bas. Donc en gros, de la naissance au jambon fini, il se passe 4 ans sur la ferme. Voilà, ils n'ont pas bougé d'ici en 4 ans. C'est ça. On va aller voir. Écoute, je te propose que ce soit toi qui leur mette le saut bonus. Peut-être. Là, c'est facile, je vais t'ouvrir. Tu veux que je les appelle? Vas-y, fais-toi plaisir. Yep. Allez. En vrai, c'est surtout qu'ils n'ont pas faim. Quand tu travailles la reproduction et que tu as des cochons entiers, le verra, ou enculé, il faut le prendre petit ou alors il faut en prendre un qui est sociable. Qui est docile, ouais. Ah, sinon il te trépane. Ça te tue. Hein. Oui, ça c'est connu de toute façon. Ah, ça a des dents de fou et ça a une puissance, c'est 10 fois la morsure d'un chien. Ah oui, quand même. Ah oui, là tu rigoles pas là. Ouais, tu m'étonnes. Avec les dents que ça te met un coup ça te mord la main, t'as les doigts sectionnés, c'est terrible. Après bon voilà, mon mâle si tu les prends petits, que tu les habitues, après par contre c'est... Oui, après c'est très docile. Moi j'arrive à les faire coucher sur le dos, en leur grattant le ventre, c'est très facile, ça va très vite de les apprivoiser. En fait si tu veux apprivoiser des petits, mais tous les jours quand on nourrit, tu rentres avec des feuilles ou de la bouffe, tu t'accroupis et tu leur tends jusqu'à ce qu'ils viennent manger. En 1 jour ou 2 ils viennent manger, en 3-4 jours tu les caresses. Et après c'est fini. Dès que tu as commencé à les gratter sur le ventre, ils adorent ça, après c'est tes copains. Et le cochon, en fait, l'intérêt c'est que comme tu le vois, ils sont que 18, mais ces 2 hectares, on est d'accord qu'ils sont nettoyés. Et il reste quelques gros ronciers, mais ils ont tué les 3/4 des ronces. T'en avais partout avant ici, tu vois. Et en fait, si tu veux, l'intérêt c'est qu'ils vont se nourrir, ils mangent les ronces, ils vont fouiner le sol, ils vont manger les vers de terre, ils vont manger des insectes, ils vont manger les glands et les châtaignes quand c'est la saison, les fruits parce qu'il y a quelques pommiers sauvages, quelques trucs dans ce parc. Ouais. Voilà, ils se nourrissent pas que avec la farine, même si ma farine est en bio. Tu vois, là-bas, on voit un bout de champ. En fait, les terres autour de mes bois, c'est tout à mon voisin qui fait de la céréale en bio et qui me la vend directement. Tu vois, pour l'anecdote aussi, pour expliquer aux gens, c'est illégal. En France, vrai de vrai. En France, il est illégal pour un paysan de vendre directement sa céréale. On est censé être obligé de passer par des coopératives. Qui est une escroquerie absolue. Moi, je refuse de jouer à ce jeu. Si on veut me poursuivre, qu'on me poursuive, j'en ai rien à foutre. Mais c'est débile. Donc je ne jouerai jamais à ce jeu. Donc tout vient d'ici. Le producteur avant tout. Donc vraiment tout vient d'ici. Ils ont ce qu'ils trouvent là, plus la céréale de mon voisin que je passe dans mon moulin tous les jours. Ben, moi, ce que je recherche, c'est que vu que c'est des animaux qui s'élèvent très lentement, il faut que les gens comprennent que le cochon de supermarché, il est élevé en 5 mois et demi, 6 mois. Dans 1-2 mètres carrés par animal. D'ailleurs, il y a énormément d'arnaques dans le cochon. Quand on vous dit porc plein air, ça veut absolument rien dire. C'est-à-dire que si vous avez un parc grand comme ça, dedans tu mets 25 cochons, donc en bâtiment, et tu leur mets une courette extérieure de la même dimension, tu fais du porc plein air. C'est une vaste blague. Et il y a beaucoup de choses comme ça. Voilà, c'est sur ça que pour l'élevage, moi je trouve que le bio c'est vraiment mieux, parce qu'en bio en fait tu as une vraie réflexion sur le bien-être animal, l'espace qui leur est accordé, et c'est vraiment dingue la différence. Tu vois, je critique pas, chacun travaille comme il veut, élève comme il veut, c'est pas je jette la pierre à personne, mais quand j'entends les gens qui achètent tout au supermarché se pâmer devant le label rouge, moi je suis pas un défenseur du tout du label rouge. Quand tu lis, en fait on s'imagine, mais il faut que les gens ils prennent le réflexe de, je sais pas, tu vois, le premier médicament c'est ce que tu fous dans ton corps. Oui. Et ton premier choix politique c'est comment tu dépenses ton argent. Ben, si tu veux, quand tu achètes de la volaille et label rouge, tu vas sur Google, tu regardes le cahier des charges d'élevage, tu vas perdre un œil. En fait, il faut soit connaître ses producteurs, soit aller vers des labels exigeants.
Et comme tu le dis, chercher à pas manger de la viande de merde tous les jours, mais plutôt à te faire plaisir 2-3 fois par semaine. Et en plus, c'est ça qui est recommandé. Je veux dire, nous, on est la première, nos parents et nos grands-parents à la limite, mais on est les premières générations de l'histoire de l'humanité à manger de la viande tous les jours. Oui, c'est vrai. Ouais. Les anciens, avant, c'était 1 fois, 2 fois par semaine. Et il y avait moins d'obésité, tu vois. Mais bon, bref, c'est moi qui dis ça en plus. Mais... Écoute, 2017 du coup l'année où tu t'installes. Bon, ben, je pense que si on te connaît tous, c'est début de petite chamaillade avec certains. Est-ce que tu peux mettre du contexte là-dessus ou du moins décrire comment ça commence, comment commencent ces premières bribes? Bah écoute, j'arrive ici, il n'y a rien qui existe, donc il n'y a aucun bâtiment. Et il y a un chemin pour venir jusqu'ici qui fait 2 mètres de large, qui est en terre, et que le maire me présente comme étant un chemin communal. Donc moi j'arrive, j'ai rien. Donc je me procure un mobil-home d'occasion, je m'installe là-dedans, d'abord en haut du chemin chez des voisins avec leur autorisation. Et en fait, ben, la grosse maison à côté qui est un lord anglais, lui quand il arrive pour l'été, de voir qu'il y a un mobil-home, il n'a pas à se plaindre de rien, mais de passer déjà devant un mobil-home, c'était des gens extrêmement snobs si tu veux. Donc ça ne leur allait pas. Moi je leur dis écoutez, d'ici 1 an vous le verrez plus, je serai parti dans les bois, mais je fais des travaux, je peux pas aller plus vite que la musique. De là, je me mets d'accord avec eux et avec le maire pour viabiliser le chemin en terre qu'on me vend comme étant communal. Et en fait ils étaient en train de préparer une petite stratégie pour me faire dégager, parce qu'il n'était pas question que je sois là, qu'ils avaient des petits arrangements sucrés avec le maire de Montjoie. On s'est mis à surnommer affectueusement quelques années après la fouine. Oui. et avec notre vénérable maître de l'Occitanie, à savoir Jean-Michel Baillet. Et donc du coup, ben, au moment où je commence à faire ces travaux, avec une entreprise que je paye, voilà, le maire vient arrêter l'entreprise, nous interdit les travaux, au motif qu'on n'a rien signé, alors qu'on s'était serré la main. Enfin, moi j'avais à l'époque 29 ans, j'y connaissais rien. Moi si je serre la main au maire qui me dit que c'est bon, tu vois, bon. Et la même semaine où il arrête les travaux, il me fait couper l'électricité. J'avais un compteur de chantier, les factures étaient payées, mais il m'a fait couper l'électricité du jour au lendemain, sans préavis. Quand tu as un compteur de chantier, si le maire demande, Enedis y viennent, clac. D'accord. Donc, Donc je me retrouve plus d'électricité dans le mobil-home, à quelques jours de la trêve hivernale, tu vois, c'est intéressant. Ouais, génial. Dans un mobil-home, donc plus d'eau chaude, plus d'électricité, et le chemin bloqué. Donc je pouvais même plus accéder à mes cochons, enfin pour leur amener à manger, à boire, enfin bref. Donc il y a des associations qui ont commencé à me soutenir, des syndicats agricoles, et de là, ils me foutent au tribunal pour le mobil-home, alors que j'avais une autorisation de la mairie et du voisin, et pour les travaux sur le chemin. Donc moi je prends des avocats, je vais voir mon notaire, et là en fait on m'explique, mais attends, mais en fait t'es en train de faire des travaux sur un chemin qui est complètement privé, qui appartient à l'anglais en fait, qu'il a mis pour dévier, et lui légalement il a fait piscine, terrain de tennis, mur, portail, ah oui, et il a fermé un chemin goudronné qui descend jusque chez moi en ligne droite en pente douce, alors que j'avais un chemin de trépané, c'est-à-dire que même si aujourd'hui ça paraît très pentu, on a quand même rehaussé le bas de 6 mètres, donc c'était un truc de débile. Quand il pleuvait, tu montais pas en quad, alors que, voilà, bref, je te donnais une idée. Et donc de là, jusque-là encore, je rendais pas les coups, tu vois, j'essayais de m'assimiler, tout ce que je voulais, c'était bosser. Et donc, ils me foutent au tribunal, donc moi j'apprends ça, donc je les fous au tribunal pour le portail et tout, donc je gagne. Eux, pour le mobil-home, ils demandent, alors que j'avais vraiment une autorisation sans limite de date de la part du maire, ce qui n'est pas légal. Et donc c'était ma faute. C'est assez extraordinaire. Ah oui, lui n'est pas poursuivi, lui il n'y a pas de problème. Voilà. Bon, ce procès-là, d'ailleurs on a fait appel, ce sera jugé un jour, mais depuis, en fait pour l'anecdote, si tu veux, quand tu as un mobil-home mais que tu fais des travaux, que c'est pour t'installer, c'est toléré. Ouais. Et j'ai eu mon permis de construire pour la maison 15 jours après le jugement. Donc en appel, ça devrait m'aider. Ouais, d'accord. Et si j'ai mis tant de temps à avoir le permis de construire, c'est parce qu'ils m'ont mis tous les bâtons dans les roues possibles. Donc il m'a fallu déposer 3 fois le même dossier pour avoir mon permis de construire. D'accord. La première fois, ils me l'ont refusé, comme quoi il manquait des pièces, mais ils m'ont jamais demandé les pièces. La deuxième fois, j'ai demandé les pièces, ils me l'ont donné tacite, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas eu le temps de le traiter. Et donc j'appelle la préfecture, je dis donc c'est bon, je peux construire. Ah non, c'est tacite parce qu'on n'a pas eu le temps de le traiter. Si vous construisez, on vous met au tribunal administratif. Bon. Tu redéposes le dossier. Donc à chaque fois, le délai de traitement, c'est 4 mois, plus, vu qu'il joue la montre,
plus le temps qu'on t'envoie les courriers de refus, de machin, le temps de refaire un dossier. Enfin bref, je perds 1 an et demi, si tu veux, où tu vis dans un putain de mobil-home et t'es bloqué. Tout ça pour pouvoir commencer par mon hangar, parce que je savais qu'une fois que j'aurais le hangar, je pourrais avoir la maison. Bon bref, je m'étale un peu, mais c'est pour te mettre le contexte. Et puis bon, ben, arrive le procès pour le portail, je gagne, on m'autorise à réemployer le chemin. Et là, le maire prend un arrêté municipal autorisant uniquement l'anglais à emprunter le chemin communal et me forçant, moi, à emprunter un chemin privé dégueulasse, qui est privé en plus, pour ma sécurité. Ah oui, d'accord. Ouais. Le truc qui n'a aucun sens. Ah oui, ok. Donc on va au tribunal, on fait casser l'arrêté. Et là, ben, je reçois la visite d'hommes armés qui sont venus pour me tuer, hein, clairement. Ça a été... Dans la première vidéo avec Hugo, la personne a même témoigné à visage découvert. Hein, donc voilà. Je pourrais même t'expliquer pourquoi il a accepté de témoigner à visage découvert. Et donc ils ont débarqué, écoute, ils étaient 3, bon, s'y attendaient pas du tout. Moi j'étais avec mon neveu qui avait 15 ans, mon maçon et son salarié, celui qui faisait les bases ici. Donc du coup, vu qu'on était 4, t'es quand même pas en Colombie, donc tu butes pas 4 mecs de 4 familles différentes. Hein. Donc le ton est monté, et celui qui a témoigné dans la première vidéo, donc Titi, qui pour rappel est quand même fiché au grand banditisme, des années de placard, ancien mercenaire, enfin, Ouais. un rude. Il s'est rendu compte qu'en fait, on les avait fait venir, on leur avait raconté absolument n'importe quoi. L'histoire qu'on leur avait racontée, c'était que il l'avait même expliqué, un Titi, que je harcelais une vieille dame qui avait un cancer à cause de moi, ma voisine. Oui, alors qu'en fait, la personne en question, je lui avais parlé une fois dans ma vie, c'était la femme de ménage des Anglais qui avait un cancer, mais c'était pas ma voisine, c'était leur femme de ménage qui était là de temps en temps, et avec qui j'avais pas de conflit. Et c'était les Anglais qui voulaient que je dégage et qui avaient payé, qui lui avaient filé 40 000 €, ce qu'il a reconnu en vidéo. Et donc, du coup, ils s'en sont pris au commanditaire et ils ont expliqué au commanditaire que s'ils devaient revenir, ce serait pour moi et ce serait gratuit. Ah oui, d'accord. Donc, ça a inversé un peu l'épaule. Et puis de là, on est parti dans des procédures. Et eux, vu que cet Anglais est multimillionnaire, même milliardaire, c'est une des plus grandes fortunes de France. Et le maire, lui, il s'en fout, c'est la mairie qui paye. Ils ont joué à m'étrangler, à me bloquer administrativement, à me bloquer pour me tuer financièrement. Et puis, quand j'étais au bout du rouleau, début 2022, donc ça faisait quand même déjà 5 ans, que j'avais plus d'argent, que j'étais au fond du panier, que rien n'avançait, moi j'en étais arrivé à pas vouloir partir tout seul. Ce que j'avais même expliqué au préfet de mon département, hein, mais bon bref. C'est tout ce qui te laissait en soi comme choix. C'est ça. Moi, j'avais décidé que je crevais là, tu vois. C'est la terre, entre guillemets, de mes ancêtres. Hein. Moi, je veux juste travailler et réaliser mon rêve. T'as pu le voir, tu vois. Il n'y a pas d'odeur, il n'y a pas de bruit des animaux, tu vois. Il n'y a rien à me raconter, tu vois. Ils n'avaient pas de nuisance. Mais c'est qu'en fait, les Anglais, donc, qui étaient là 15 jours ou 3 semaines par an, louaient leur propriété 8 500 € la semaine. D'accord. De mai à octobre. Donc, t'imagines la manne financière colossale que ça représente. Et en plus, pas imposé en France. Donc, tu vois, vraiment, okay. Mucho gusto. Ouais, c'est ça. Donc, c'est pour ça qu'ils voulaient pas de ce compte paysan et qu'ils s'étaient fermé la propriété. Parce que les gens qui viennent pour payer ça, c'est soit des grosses familles allant jusqu'à la famille royale d'Angleterre, soit dans le Tarn-et-Garonne, ne me demande pas, mais c'est comme ça. Soit des trucs à la Berlusconi, si tu veux. Et ça, je l'ai vu, mes voisins me l'avaient raconté, mais je l'ai vu de mes yeux. 2-3 mecs 60-70 ans avec une douzaine de gonzesses 18-25. Alors soit c'était leur fille, soit vu les tenues, je suis pas sûr, mais voilà, ça je l'ai vu vraiment, j'y suis même intervenu, bref, c'était pénible. Mais donc vraiment ça je l'ai vu, et donc si tu veux, le fait de rouler au milieu de la propriété, ça cassait tout le côté fermé où tu fais ce que tu veux. Exact. Et voilà, et donc moi étant pris à la gorge et étant ami avec Hugo m'a dit non mais on peut pas laisser faire, vu qu'il suivait ça depuis un moment, on peut pas laisser faire, faut qu'on fasse une vidéo, et de là tout est parti, les vidéos, les cagnottes, les procès, on a même été poursuivi par l'Office de lutte contre les crimes contre l'humanité pour une vidéo avec une mascotte de fouine. D'ailleurs ça a été complètement jeté par la justice. Puisqu'ils ont condamné Hugo en fait juste pour homophobie. Parce que dans la première vidéo, il prend un panneau qu'il jette par terre en disant, je le cite, « Regarde ce que je fais de ton panneau de PD ». Ça lui a valu 15 000 € d'amende, en gros, dans l'idée. Aujourd'hui, qu'est-ce qui a remplacé les gardins? Des polycopiers. Des polycopiers de PD, quoi. Et du coup, pour revenir un peu sur comment dire, le démêlé de tout ça, ça partirait du coup de la baisse de la valeur de la maison du Lord anglais qui ne supportait pas ça, de mèche avec le maire qui ont voulu te faire sortir d'ici. Exactement, maire dont on a dénoncé maintes magouilles, et qui, au hasard, s'est mis à exposer des toiles en Angleterre,
Hasard. Ah, Hasard, quel hasard. bien entendu, le hasard fait bien les choses. C'est ça. Et puis maire, qui était un peintre sans grand talent, inconnu au bataillon, et qui, étant à Montjoie et prenant Jean-Michel Baillet dans le conseil municipal pour lui permettre d'éviter les nouvelles lois sur le cumul des mandats, s'est vu gratifié du titre de chevalier des arts et des lettres. Après, il a été fait peintre des armées, et puis ça a été jusqu'à la Légion d'honneur. Oui, carrément. Voilà. Et ce monsieur, bien sûr, voilà. Enfin bref, je l'ai déjà expliqué dans des vidéos, je sais pas si c'est la peine, mais se gaver via une association que subventionnait Jean-Michel Baillet, dont il était président et sa femme trésorière, et association qui organisait tous les ans l'été ici une grande exposition d'art, où entre autres le maire était exposé. Et donc avec les subventions publiques de monsieur Baillet, on rémunérait la femme du maire pour, dans un bâtiment communal, vendre ses tableaux. Bref, et j'en ai dénoncé d'autres, des magouilles, oui, et à ce jour, j'attends toujours les procès en diffamation avec une grande impatience. Mais je sais pas pourquoi ça vient pas. Et avant de parler de toute la venue après d'Hugo, de Papacito et tout, toi à ce moment-là, tu viens de dire un peu ce que tu te dis dans ta tête, c'est je partirai pas tout seul, c'est ça. Pourquoi Pierre-Guillaume n'a pas abandonné en fait? Pourquoi il n'a pas cédé? Pourquoi il n'est pas parti? Parce qu'on m'a pas éduqué comme ça. Tout simplement. Parce qu'on m'a pas éduqué comme ça et que moi je trouve que si la cause est juste, il faut toujours se battre. Et puis je trouve aussi, tu vois, on en a parlé ensemble aujourd'hui, je trouve aussi qu'on est dans une société où on se plaint beaucoup de ce qui va pas dans notre société, mais il faut qu'on se regarde nous d'abord. Parce que quand est-ce qu'on combat en fait? Qu'est-ce qu'on fait tous autant qu'on est? On a peur d'une amende, on a peur d'une garde à vue, on a peur d'aller en prison ou je sais pas où. Mais regarde tous nos ancêtres dont on est fiers, peu importe les périodes de l'histoire. Les mecs ils allaient à la guerre, les mecs ils allaient dans des tranchées, les mecs ils allaient se battre avec des épées, les mecs ils ont fait des trucs de fous, ils construisaient des cathédrales avec 3 fois rien. On ne peut pas, nous, ne rien faire et être complètement castrés et se plaindre que les autres font ce qu'ils veulent. Tu vois, ça marche pas. Donc moi c'est ça, j'estimais que ma cause était juste, mais tout le monde m'a dit de partir, même dans ma famille. Tout le monde m'a dit, mais Baillet c'est trop dangereux, il y a eu des meurtres, il y a eu des suicides, barre-toi. Oui, parce que t'es pas le seul cas comme ça. En Ah non, je suis pas le seul cas comme ça. Dans notre département, il y a la fameuse affaire Mébon, qui était un très proche de Jean-Michel Baillet, qui a pris une balle dans la tête devant chez lui. Et puis il y a un certain nombre de suicides dignes de la famille Clinton, quoi, tu vois. Ouais. Très troublant. Et puis je veux dire, le type il a tout dans son CV, quoi. Des détournements de fonds à la pédophilie, il y a tout. Il a fait tous les postes possibles en politique. Plus le lord anglais derrière, qui était fort douteux. Ça fait beaucoup, tu vois. Donc, moi, je suis rien en face de ça, tu vois. Je suis grand et con, c'est mes deux qualités. Mais à part d'être têtu, face à eux, j'étais rien. Et donc, j'ai eu beaucoup de soutien local, mais souvent timide aussi, parce que les gens ont très peur de Baillet ici, même si certains ont osé un peu. Et puis celui qui a vraiment tout changé, c'est Hugo, quoi. Ouais. Bon, Pierre-Guillaume, rendez-vous sur le chemin de la discorde. Le fameux. Est-ce qu'on peut dire que c'est là où, malheureusement, tout a commencé? C'est là où tout a commencé, effectivement, exactement, ce croisement. Donc, de là que tout est qu'est-ce qui parti. s'est passé? Qu'est-ce qui aurait pu être évité? Qu'est-ce qui s'est passé? Un abus de pouvoir manifeste d'un maire corrompu, et j'assume mes propos comme un grand, et les magouilles d'un lord anglais et d'un oligarque français. Et ce qui aurait pu se passer, en fait, et ce qui se passe dans les mairies, parce que tous les maires ne sont pas des fouines, hein, ce qui se passe dans les mairies normales, quand un privé prend un bien de la commune, à savoir un chemin goudronné, voilà, et bien le maire dit stop et il dit si vous voulez le déplacer, entendez-vous avec vos voisins, fournissez un bien de qualité égale ou supérieure pour la communauté, quoi, pour les Français, et on peut voir pour vous filer le chemin s'il y a une déviation, quoi. Et sauf que ça n'a jamais été le cas, et puis qu'il y a eu toutes les histoires que tu connais, toutes les étapes, hein, ce chemin qui au départ faisait 2 mètres de large et était en terre. Qui descendait plus raide de 6 mètres, voilà, qui aujourd'hui est goudronné après 8 ans de combat, mais ça n'a pas été rien. Quelles ont été du coup les actions qu'ont mené, on va dire, le camp d'en face pour te faire chier avec ce chemin-là? 4 tentatives de vente illégales, Ok. 3 changements de notaire, un accord à la fin, des tentatives de vente en plus sous le manteau que j'ai réussi à faire casser à chaque fois en étant prévenu. Qu'est-ce qu'ils ont fait au niveau de ce chemin? Essayer de m'empêcher de me raccorder électriquement, m'arrêter les travaux quand j'ai employé une société pour me refaire le chemin au début. Voilà pour la partie juste chemin, voilà ce qui a été fait. Pour la partie juste chemin. Le fait aussi, on peut le voir que en fait, il faut entretenir le bas-côté, mais à partir du moment où tu arrives chez moi, c'est fini.
et tout le chemin jusqu'au bout n'est pas entretenu en fait. Voilà, ça c'est les petites brimades du maire, mais ça m'indiffère complètement, je m'en fous. Ouais. Et voilà, non, après, après de la magouille, de la mauvaise foi, expliquer que ce chemin est moins dangereux que celui-là. Le maire l'a expliqué sur des papiers officiels. Faut quand même oser. Voilà, des choses comme ça. Non, parce que pour resituer un peu, on va éviter de trop filmer. Là, c'est la fameuse maison l'ancienne maison du coup de l'anglais. Oui, puisqu'il est parti, il a vendu, ça s'est vendu cette année à 1 million d'euros. Ah ouais, rien que ça. Rien que ça. Rien que ça. Et donc, ce qui ne supportait pas, du coup, j'imagine, c'est que toi tu passes et que ça casse. Que je passe, que j'existe, et puis que je passe après, une fois que la justice lui a fait enlever son portail à l'époque, que je passe devant sa propriété parce que c'était pour des parties fines et des soirées privées hors de prix et qui voulait pas que quelqu'un puisse passer, vivre là, c'était pas prévu quoi. Donc le but a toujours été de me casser et de me dégager au lieu d'essayer de s'arranger ou de trouver des solutions. Parce que pour situer un peu, ça apparaît dans la première vidéo qui a sauté de YouTube malheureusement, le portail qu'on peut retrouver, mais le portail se situe à peu près là. Il avait Non, le portail ça a toujours été là. Ça a toujours été là. Parce que le communal c'est ça. D'accord, ça c'est un chemin communal. Voilà. Et depuis peu, ouais, depuis peu ça a été échangé, mais ça c'était un chemin communal. D'accord, ça à l'origine c'est un chemin communal. Et en communal. plus sentier de grande randonnée. Fermé, nature peinture, les murs, les colonnes, le portail aucun permis, comme le reste derrière, le terrain de tennis et tout ce que tu veux. D'accord, donc ça c'est bien le portail qu'on voit dans c'est le fameux portail qu'on voit dans les vidéos. D'accord, très bien. Donc pour rappel du coup, comme tu me disais, c'est toi qui as financé au début les premiers travaux du chemin. Et les derniers à hauteur de 30 000 euros. Voilà. Pour juste pouvoir travailler et accéder décemment chez moi, sachant qu'aujourd'hui c'est goudronné, c'est praticable, ouais. Mais ça fait pas rêver. Voilà. Tu avais l'exemple des écarisseurs ou quoi, n'importe quel véhicule. Ils l'ont bien vu quand la préfecture m'a abattu le cheptel, que même l'écarissage a refusé de descendre à l'époque. C'était il y a un an en arrière. Voilà. Mais tous les gros véhicules, ils voulaient rien savoir. Donc la moindre livraison pour construire en bas, pour de l'aliment, pour tout, on me foutait tout là. Et c'est mon voisin qui est au bout, qui est un ami, qui avec son petit tracteur venait me sortir les trucs, me les amener un par un. Oui, je dis pas quand tu fais ton habitation les menuiseries en alu, et dans le polybène d'un copain, à 3 derrière dans la benne à tenir le truc pendant que lui il conduit jusqu'en bas, à prier pour pas marbrer tes alus, tu vois, des trucs que des galères comme ça pendant 7 ans. Ça a duré 7 ans ça. 7 ans, puisque depuis la dernière vidéo, on a viabilisé ce chemin et les choses commencent, j'ai l'impression, à bien s'améliorer. Et tout ça qui aurait pu être réglé simplement dès le début, quoi. En soi, Si le maire avait été intègre, oui, c'était réglé dès le début. Il n'y avait rien à raconter, c'était pas compliqué, quoi. Ouais. N'importe quelle mairie aurait réagi autrement. C'est d'ailleurs pour ça qu'il est très isolé et que même les maires du coin le respectent pas beaucoup, pauvrette. Hein, parce que... J'en reviens, franchement, là tu rajoutes 6 mètres. Déjà là c'est pentu. Ah ouais, là c'est pentu terrible. Je sais pas. Tu peux tomber en marchant tellement c'est pentu. mais oui, ça descendait de là tout droit, ça faisait 6 mètres de plus. Et le virage était vraiment à 90 degrés, donc on a fini par couper des arbres avec l'autorisation de l'anglais, rehausser de 6 mètres et rendu la chose à peu près praticable. Là tu vois, on est à l'endroit au fameux virage si problématique et comme ça vient d'être filmé, là on a rehaussé la route de 6 mètres. Et donc couper des arbres qui se tenaient plus ou moins là où tu es, pour pouvoir adoucir le virage, puisque ça descendait 6 mètres plus bas, mais sur la même distance, donc c'était vraiment comme ça. C'était raide, là. Ouais. Et ça tournait à 90 degrés, quoi. Là, c'est pas Versailles, mais bon, c'est un peu mieux. Et avec une route de 2 mètres de large, c'est ça que tu Avec une route de 2 mètres de large en terre. Donc de 2 fois moins que ça, quoi. Voilà. Quasiment. Ouais, quasiment. On est là, d'accord. Ce qui est sympa quand tu veux te lancer, c'est bien, quand tu as des véhicules un peu... Et puis quand le maire te certifie à l'écrit que ça c'est un chemin communal et que l'autre est privé. Faut oser quand même. Ouais. C'est particulier. Et pour anecdote, il a dit dans des courriers que j'ai encore qu'il ne pouvait pas fournir les papiers tout de suite parce qu'ils étaient chez le notaire, mais qu'il avait les papiers, que voilà. Il a osé. D'accord. Mais il n'est pas en prison. Donc ça va alors. Donc voilà, là il faut vraiment s'imaginer. Vous avez vu, on en mettra les images un peu de la pente qui descend en voiture. Imaginez 6 mètres de plus et avec quelque chose de taille d'un boyau tranché et surtout un angle à 90 degrés avec des arbres autour, quoi, pour manœuvrer tout ça. C'était impossible. Donc voilà, on peut dire que c'était un peu les origines, le début. Voilà, la genèse du conflit. La genèse du conflit qui a muté après, voilà, alors que, comme tu disais avant, tout aurait pu être réglé en 2 coups de cuillère à peau. Le maire demandait un argent. Moi, je m'en foutais en plus qu'ils échangent les chemins. Je suis pas une princesse. Là, tu vois, il est en pente, bon. Mais que j'ai quelque chose de correct, quelque chose de praticable quand il pleut, quelque chose de... Parce que là, en plus, après, quand je l'ai eu fait empierrer, donc au début, sur les premiers travaux que j'ai fait, mais quand tu empierres avec du 0,80, donc des cailloux quand même assez importants pour pas qu'ils dévalent la pente, mais tu changes de pneus 3 fois par an. Ouais.
Parce que la pente comme ça, avec de la gomme classique, tu te bien crèves sûr. les pneus à une vitesse. Voilà le genre de vie que j'avais. C'est là où on commence à te connaître. Papacito débarque chez toi, C'est ça. on filme tout ça. Déjà, ça, je sais pas si tu l'avais déjà dit ou tu as déjà expliqué comment lui est au courant d'histoire. Est-ce que vous connaissiez avant? Comment il est mis au courant? Et qu'est-ce qui lui fait, passer du côté de l'action? On s'est rencontrés quand je me suis installé en fait. On était amis depuis 2017. Ok. Et donc on était amis, par exemple, tu vois, quand il a voulu, une fois il a récupéré un chien errant quelques jours jusqu'à retrouver les propriétaires. Après ça, il savait qu'il voulait un chien. Et c'est moi qui ai essayé de lui trouver Maximus, qui lui ai trouvé Maximus, tu vois, des choses comme ça. Et Hugo l'a fait justement pour ces valeurs-là. Hugo l'a fait parce que le combat était perdu. Et qu'Hugo est connu pour être un immense malade de la chevalerie. Mais en attendant, il y a les discours. Il y a beaucoup de gens qui ont des discours, mais il y a ceux qui ont des actes à la hauteur des discours. Et Hugo, pour lui, la chevalerie, c'est se battre quand une cause est perdue d'avance. Et être prêt à tout perdre pour une cause perdue d'avance si elle est juste. Okay. Et c'est pour ça qu'il m'a aidé. Et qui aujourd'hui vit à l'étranger parce qu'il a pris beaucoup de coups pour moi. C'est pas le sujet de la vidéo, tu vois, mais les gens ne réalisent pas pourquoi Hugo est en Espagne. Tu vois, et si tu me permets de l'expliquer, Hugo, entre l'affaire Mélenchon et l'affaire Bailey avec moi, il s'est retrouvé avec une cible au milieu du front, littéralement de la franc-maçonnerie française. Donc impossible de s'assurer en France, impossible d'avoir des banques en France. Donc déjà, si tu peux pas assurer ni ta bagnole ni ta maison, c'est compliqué. C'est ça. Perquisitionné tous les mois, alors qu'il n'avait pas de casier. Hein. Sa première condamnation de sa vie, c'est pour regarde ce que je fais de ton panneau de PD. Jusque-là, il n'avait pas de casier, Hugo. Et la diabolisation et tous les médias qui salissent ton nom. Et ils lui ont rendu la vie en France impossible pour combat politique. Et ça, c'est vraiment la réalité de ce qu'a vécu Hugo. Il y en a beaucoup qui partent à l'étranger, mais soit parce qu'ils ont des casseroles, soit parce que l'imposition est moins forte. Hugo, il n'est pas parti de gaieté de cœur. Hein, parce qu'il aime la France à en crever, Hugo. Et du coup, comment elle se prépare cette première vidéo? Il est au courant du truc et... En fait, elle se prépare. Alors, on va pas réouvrir des blessures ou des... Voilà. Non. Elle se prépare parce qu'en fait, il me dit, on va faire une vidéo, on va faire venir des journalistes, des pros, etc. Et donc, il se met d'accord avec Frontière. Et puis, Frontière répond plus. De là, il demande à VA. Et puis, VA répond plus non plus. Voilà, il y a plus trop. Il se fait un peu ghoster. Donc, il le prend très mal. Et il fait d'ailleurs une vidéo sur ce sujet qui a fait du bruit. Et il me dit, vas-y, on s'en fout, on va la faire nous, la vidéo. Donc voilà comment ça s'est fait. Ça s'est fait. En fait, avec Hugo, en plus, tout se fait au talent. C'est-à-dire qu'Hugo n'écrit rien. C'est de l'impro permanente. C'est vraiment un génie de l'impro. Il est impressionnant là-dessus. Et donc, il a fait ça en impro total. Et les deux suivantes sont en impro total aussi. On s'en démarre, on ne sait pas où on finit. Voilà. La vidéo, la première, elle fait, je sais plus, elle fait plus de 500 000 vues, c'est ça? Un succès terrible. Ah oui, un succès terrible. L'État nous la censure. C'est-à-dire que la vidéo, tu pouvais la voir uniquement si tu étais basé dans un pays étranger ou si tu avais un VPN. D'accord. Elle était plus visible en France et tu avais le bandeau vidéo censurée à la demande du gouvernement français. D'accord. Faut le vivre pour le... C'est quasiment inédit, ça. Ah je pense que c'est inédit sur YouTube, je sais pas, mais je pense. Je pense parce que c'était à la demande du gouvernement, c'était pas une décision de justice, c'était pas... Et donc voilà, après, cette vidéo avait quand même fait le taf. Il y avait eu une première cagnotte qui m'a sorti de mes dettes et qui m'a permis de finir le laboratoire. Et puis après, on a avancé, on a fait une deuxième vidéo pour péter un peu ce plafond de verre, pour forcer la presse à en parler. Alors bon, on a bien vu ce que ça valait quand la presse en a parlé, puisque la presse a fait que reprendre les propos du journal La Dépêche, qui appartient à Jean-Michel Bailey, qui a fait entre 50 et 60 articles sur moi ou sur Hugo, sans jamais nous interviewer, sans jamais venir ici. Tu vois, aujourd'hui, tu as fait le tour de l'exploitation. Je pense que tu as vu qu'il y a eu un nombre de travaux assez incalculable. Oui, bien sûr. La Dépêche a expliqué que j'étais que j'étais millionnaire, que, en gros, que l'association c'était du vent, que je mettais rien dedans, et que j'allais racheter la maison de l'Anglais. Maison que l'Anglais a vendue 1 million d'euros. Enfin, tu vois, bref, voilà le niveau de diffamation. D'ailleurs, j'ai un procès avec eux qui va bientôt arriver pour diffamation et j'ai hâte. Ok. Et du coup, tu viens d'en parler un peu, tu viens de les évoquer, mais les conséquences de ces vidéos? Les conséquences de ces vidéos, c'est des procès.
bénéfique ou bénéfique, oui, parce qu'en fait, je veux dire, même si pour Hugo c'est des gros coups durs, il a écrit quelque part ses lettres de noblesse parce qu'il a montré ce qu'il valait, ce qu'il était prêt à faire, etc. Moi, les 2 cagnottes m'ont sauvé, m'ont permis de créer une grosse asso qui, je l'espère, va bien se développer et qui a permis de sauver déjà cette année une dizaine de fermes, tu vois. Donc c'est du concret, tu vois. Là, c'est pas des mots, c'est pas... Voilà. Après, il y a eu le gros coup dur de la maladie de mon cheptel l'an dernier, alors qu'il n'y avait pas un cas à 300 bornes. Voilà, on a déjà expliqué que cette maladie, c'était pas du tout un hasard, tu vois. Bon, c'est sûr qu'Hugo a dû s'expatrier, donc pour lui, c'est quand même un coup dur. Mais voilà, de toute façon, c'est Hugo, donc je pense qu'il ne pouvait pas en être autrement parce que c'est un mec de combat, donc et je pense qu'il va en mener d'autres des combats, donc voilà. Et là, tu viens justement de commencer à l'aborder. C'est en janvier 2024, je crois. Tu retrouves au fond du parc un cochon avec une trace de balle déjà. Oui, alors. Et un qui moussait de la bouche, si je dis pas de conneries. J'en ai eu 5 tués par balle. Et un empoisonné, effectivement, avec de la mousse. Alors bon, on pense que c'était de la morora. Alors bien sûr, moi, tu vois, par exemple, quand j'ai été interviewé Jean-Michel Baillet, qui refusait de me parler pendant 7 ans jusqu'à ce que je le coince sur la place du marché, je sors la vidéo à 18h30, à 20h, j'étais mis en garde à vue. D'accord. Tu vois, ça branle pas. Ouais, c'est sûr. Moi, le cochon que j'ai mis sur le bureau du maire, que ça a fait beaucoup de bruit, il a été saisi par la police. Alors, je n'ai rien à dire de la gendarmerie. Vraiment, les gendarmes, ils ont toujours fait leur taf, ils ont toujours été bien. Si je les critiquais, j'aurais pas de figure. Mais par contre, la justice, c'est un peu plus compliqué. Oui. Et le procureur de Montauban a mis 3 semaines à signer le devis pour faire l'autopsie du cochon. Ah oui. Donc, au bout de 3 semaines, ça servait plus à rien. Donc, c'est même marqué dans l'autopsie qu'en fait, elle vaut rien. Quoi, que ça sert à rien, qu'ils peuvent pas savoir, en fait. Qu'ils estiment que ça peut être un truc ou que ça peut être un autre truc. Les animaux tués comme ça au mois de janvier. Au mois de mars, je devais commencer à faire ma charcuterie. Et au mois de mars, on me trouve la maladie d'Ogeski. Donc, maladie qui se transmet par le sanglier. Ce qui veut dire qu'un sanglier est venu ici, a fait, vu que les cas étaient à 300 bornes, ouais, donc sachant qu'il n'a pas fait une ligne droite, donc plutôt 500, en étant très malade et très contagieux, n'a rien contaminé, est venu ici à sauter dans mon parc, à contaminer mes cochons, est reparti du parc et a rien contaminé. Alors c'était un sanglier qui était coquin quand même. Ouais, c'est ça. Très agile, très vif, voilà, sachant que ça se contamine, ça peut aller aux ruminants, ça va aux sangliers. Et en fait, c'est une maladie, quand il y a des cas, on le sait, parce que si un chien de chasse mord un cochon, enfin un sanglier qui a la maladie, le chien il meurt dans la semaine. Et dans des conditions à 300. Et c'est foudroyant, il n'y a rien à faire. Donc on le sait surtout justement par les cas avec les chiens. D'accord. Donc voilà, donc ça m'a coûté l'abattage de mon cheptel, la seconde cagnotte qui a crevé le plafond, et sur laquelle donc il y avait 525 000 €, j'en ai reversé à peu près 400, j'en ai gardé 125, et puis voilà. Si en quelques mots tu pouvais faire un résumé de ce que te tirais un peu de cette période, toute la période un peu le cuir épais, apprendre à maîtriser la résilience. Et puis surtout, tu vois, c'est une phrase de Sainte Thérèse que je connaissais pas cette phrase, c'est ma femme qui me l'a apprise et pour moi c'est même devenu ma devise, c'est que dans la vie il faut prier comme si se battre ne servait à rien et se battre comme si prier ne servait à rien. Parce que moi après, bon, ça chacun voit midi à sa porte, mais moi personnellement je suis très catholique et ça aide beaucoup. Ça aide beaucoup, voilà. Tu penses que c'est ce qui t'a un peu sauvé ? Il y a plein de choses. Après, il y a le fait aussi que je pense que je suis un peu idiot et le fait que j'ai décidé. Moi, j'ai pris la décision, en fait, quand j'avais le courant coupé, que j'ai vécu un peu l'enfer tout un hiver, parce qu'en fait, j'ai plus d'électricité de début octobre jusqu'à fin février. Ouais. Donc, c'est un peu long, un mobil-home dans les bois, c'est un peu spécial. Et là, j'ai décidé que je crèverais là. J'ai hésité à ce moment-là. C'est vraiment le moment où j'ai hésité à abandonner. J'ai dit non, vas-y, ils veulent le jouer, on va jouer, je crèverai là. Et donc à partir de là, vu qu'ils se sont loupés quand ils ont voulu me buter, après c'était compliqué. Et puis après, plus c'était médiatisé, plus c'était compliqué. Oui, c'est ça. J'ai une petite question un peu taquine. Je crains le pire. Précisons que je n'étais au courant d'aucune des questions jusqu'à présent. Du coup, on parlait de Papacito qui t'a beaucoup aidé. Dans l'épisode 59, je crois, de Burger Ring, et du coup même... sans parler de ça, en parlant même de l'actualité qu'il y avait en Espagne, l'électricité a été coupée en Espagne et au Portugal pendant quelques jours. Je te laisse imaginer la scène de l'électricité coupée pendant un mois. Ça y est, je vois où il arrive, lui. Qu'est-ce que tu ferais ? Alors, tu peux répondre du point de vue, qu'est-ce que tu ferais toi pour t'en sortir ? Et qu'est-ce que tu ferais
Tu réponds ce que Donc tu veux absolument que j'aille en prison. Exactement. Hop, 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 hop. Tu t'en doutes bien que là, on est sur un terrain glissant et que si je le laisse parler, la vidéo va pas durer longtemps. Donc pour que tu y aies accès, je l'ai mis sur Patreon en accès gratuit, bien sûr, de manière que tout le monde puisse en profiter. T'as donc la réponse dans la bio, va te la regarder après ça, mon poulet. Je te laisse avec la suite de la vidéo, car oui, il en reste encore un sacré morceau. Oh. Alors bienvenue dans le labo. Donc ici on est dans la pièce où je fais les préparations, vous pouvez venir voir. Donc balance, pressoir à saucisse, hachoir, mélangeur à viande. Là ici il y a même la sertisseuse, bon qui n'est pas à sa place, elle sera bientôt fixée sur une table dans une autre pièce. Mais c'est les débuts, là j'ai fait des tests pour les amis, pour voilà. Donc là ici c'est la pièce des cuissons. Donc où il y a eu, je peux le dire, un petit souci d'autoclave qui fait que j'ai redispatché les choses et que je vais devoir changer d'autoclave, ce qui est un peu une tuile, mais c'est les aléas de la vie. Ce brave brûleur m'a lâché et ça coûte, ça paraît pas, mais rien que ça vaut 2000 €. Donc on va changer d'autoclave. La gazinière, les marmites, sachant que je travaille aussi avec un genre de gros réchaud et que la plupart des productions que vous mangerez ici, comme le boudin, le pâté de tête, toutes les couennes que vous aurez dans le jambonneau, on fait cuire ça dans du cuivre. Parce que c'est vraiment le top, il n'y a rien d'autre à dire. Ça rend super bien. Et au fond, vous avez la plonge. Alors ici, vous avez la première chambre froide, c'est celle où on pend les carcasses quand je ramène les cochons de l'abattoir. Ici, vous avez la chambre des préparations carnées. Bon, là, il ne reste plus rien à part des boyaux et un peu de gras. C'est la pièce où je vais mettre toutes les viandes quand elles sont hachées, prêtes à cuire ou prêtes à mettre dans les boîtes. Donc toutes les préparations quand ce n'est plus en carcasse. Et ensuite, vous avez le saint des saints, le séchoir. Avec les premières productions qui commencent, vous allez pouvoir le voir, à faire une fleur. C'est-à-dire que ce blanc que vous voyez dessus, c'est absolument pas mauvais, hein, c'est la fleur. Et donc on est sur des charcuteries, donc comme je vous l'ai dit, sans nitrite. Donc c'est pas les mêmes couleurs, c'est même un peu plus long à sécher puisque ça n'a pas les avantages du nitrite. Mais c'est de la charcuterie sans cancer aussi, donc c'est quand même pas mal. et donc ben là, vous n'avez pas l'odeur, les amis, mais croyez-moi, ça sent rudement bon. Donc vous avez en haut les saucissons, en bas les saucisses sèches, là-bas des pavés. Alors le principe du pavé, c'est comme un saucisson sans boyau. Et c'est un gros carré, quoi, et c'est délicieux. Donc là, Pierre-Guillaume, rendez-vous au labo. On vient de sortir la copa, entre autres. Qu'est-ce qu'on a de beau d'autre? Alors là, on a de la poitrine séchée, donc qui sort de ses 5 jours au sel. On en a 3. On a 4 magnifiques copas. Et on a 2 bardes de gras, qui a été déjà pas mal poivré et salé, qu'on va laver aussi et mettre au poivre. Et ça, en fait, c'est fabuleux. Le gras comme ça, déjà, comme je vous l'ai dit, sur le cochon laineux, on est sur un cochon qui a un gras qui est bon pour la santé, qui n'a rien à voir ni en tenue ni en cuisson. Mathis et notre caméraman ont goûté, ils peuvent en témoigner. Ça n'a rien à voir en termes de comportement avec le gras des cochons roses. C'est un gras qui est riche en acides gras insaturés qui ne se comporte pas pareil. Et donc ça, vous le coupez en lamelles et pour faire des plats, pour barder des rôtis. C'est plein de goût, c'est fabuleux. Donc là, maintenant, on va passer à la phase de nettoyage. Donc avec Mathis, on s'est bien lavé les mains. Et on va aller rincer tout ça avant de le mettre à la chambre froide. Donc comme je vous ai dit, jusqu'à demain. Et puis demain, je viendrai les chercher, je les poivrerai gentiment. Et elles passeront 3 mois au séchoir. Ok, salle de séchage, Pierre-Guillaume. Voilà, donc là tu prends. C'est là où tout va séjourner. Exactement, tu viens me poser ça là-dessus, tranquille, sans se mettre en colère. Là, tout ce qu'on est en train de mettre, c'est bon pour combien de temps là? Les copas, par exemple, les copas tout simplement. Les copas, c'est 3 mois. Et pour le reste, pour le lard par exemple? Ça dépend, on va voir comment il se comporte. C'est mes premiers, c'est du laineux, donc c'est une structure un peu différente. C'est vraiment pas pareil selon les cochons que tu travailles. C'est déjà joli, mais c'est pas encore les belles couleurs. Ouais. Donc là voilà, on va le laisser sécher 24 heures. Demain matin, je vais venir, je vais les retourner pour m'assurer vraiment que ça goûte au maximum. Et demain soir, je vais venir et je vais les poivrer à balle. Là, on les a un peu poivrés au début, tu sais, un peu pour le goût, mais à peine.
Et en fait, le sel et le poivre font leur rôle de désinfectant, si tu veux. Mais là, maintenant, je vais mettre un coup sur les deux tables et sur le chariot. Et puis, ce sera fini pour aujourd'hui. Ouais, on aura fait une petite part du boulot. Sachez que c'était c'est les premières. C'est les premières salaisons de la ferme des cochons laineux. J'ai eu l'occasion de toucher de propre main la première production. Et tu auras l'occasion d'en goûter. Ça c'est peut-être la meilleure partie, ça. Alors après tout ça, une fois cette vidéo là, que tu as eu un peu plus de lumière là-dessus, tu as profité de tout ça pour mettre en lumière aussi le combat paysan. Et tu as commencé à t'engager, notamment avec la création, grâce à la cagnotte de la 3e vidéo, de l'association Sésame. On est allé visiter les locaux, on vous les présentera. Est-ce que tu peux un peu résumer déjà, vite fait? Eh bien, alors, pour préciser, j'ai toujours milité. C'est-à-dire que même quand j'étais étudiant dans l'agricole, je militais. Ah oui. Parce que c'est vraiment une cause qui me tient à cœur par-dessus tout, le monde agricole. Et puis, si tu veux, j'ai même milité syndicalement et tout. Quand on m'a annoncé, pourtant, tu vois, je suis pas insensible, je suis pas... Mais je vais même te dire un truc où j'ai compris que j'étais un abruti là-dessus, tu vois, mais... Pour moi, tu vois, le suicide, c'était un peu un truc de fragile. Tu vois, c'était un peu un truc de collégien, tu vois. Et quand on m'a annoncé qu'on me tuait les animaux, franchement, je me suis effondré et j'ai passé 2 ou 3 heures tout seul et où j'avais qu'une envie, c'était que tout s'arrête, tu vois. Ah ouais. Et là, j'ai compris, en fait, comment les mecs pouvaient se foutre en l'air dans l'élevage. Sachant que dans ma famille, j'avais eu des cas assez difficiles, puisque j'ai un grand-oncle qui a perdu son cheptel comme ça de maladie, un arrière-grand-père aussi, et pour qui ça a été très dur, tu vois. Et donc, si tu veux, la cagnotte dépassant, la raison, je me suis dit qu'il fallait moi, j'allais pas passer ma vie, en fait, avec 500 000 € sur mon compte en banque et à me toucher, en fait. Quand tu vois la misère qu'il y a autour, c'est pas possible. Et donc, j'ai voulu créer cette association déjà pour arrêter les suicides. Parce que on est la profession la plus touchée, si tu veux. T'as 8 tentatives par jour et un mec qui réussit tous les 2 jours. Donc, tu vois, c'est quand même assez rude. Donc, c'est pour ça que j'ai créé cette association. Et voilà. Et donc, comme je te dis, on arrive à sauver des fermes, à sortir des mecs de l'ornière. Et voilà, ça c'est hyper gratifiant. Et puis après, à côté de ça, je fais beaucoup de combats aussi, en direct pour essayer de changer les choses ou de sauver des mecs avec la coordination rurale où je me suis beaucoup engagé. Et où ça a été l'autre grande part de ma médiatisation, voilà, si tu veux, avec ce qui s'était passé au Salon de l'Agriculture et différentes aventures. Si tu peux résumer un peu, pour ceux qui connaîtraient pas ou qui seraient pas très familiers avec tout ça, les syndicats agricoles et tout. Les syndicats agricoles, vraiment, t'en as 3. Bon, il y a le MODEF un peu, mais c'est quasiment inexistant. Ça y est pas chez nous, en tout cas. Mais t'en as 3. T'as la Confédération paysanne, où j'ai été des années. Alors, en fait, je suis rentré là-dedans parce que mon maître de stage était un des fondateurs ici de la Confédération paysanne. C'est quelqu'un que j'aime beaucoup, qui m'a donné beaucoup de ma conscience agricole, tu vois. Et donc j'y suis rentré. Bon, c'est très à gauche, c'est très bio. Il y a à boire et à manger. Il y a des choses très bien, il y en a d'autres, tu vois. Enfin, moi, la non-violence à l'excès, à un moment donné, quand tu te fais mettre, si tu montres pas les crocs, t'as perdu. C'est quand même avec l'État toujours un rapport de force. Excuse mon langage, mais j'ai pas d'autres mots. Vas-y. Et donc du coup, j'étais avec eux. Et puis bon, mon combat avec Bailey leur faisait un peu peur, on va dire gentiment. Et en fait, si tu veux, dans tous les trucs où je militais, les réunions où j'étais, les commissions où je siégeais, toujours bénévolement, parce qu'il n'y a pas d'argent dans le syndicalisme agricole. Ou alors t'as des gros postes, mais à échelle locale, c'est que du bénévolat. Je sympathisais vachement avec les mecs de la coordination rurale et qui m'ont dit mais viens, nous on s'en fout, si Bailey veut nous sucrer les subventions, on s'en fout, on n'en a pas. Donc, au moins c'est réglé. Donc au moins c'était réglé et puis voilà, et puis on est allé mener des combats ensemble et tu vois, on s'est retrouvés à monter à Paris au Salon de l'Agriculture 2024 et voilà le truc où on pousse les CRS. La fameuse scène où mais moi je voulais pas taper parce que je te dis, je suis patriote, je suis pas l'ennemi de la police parce que c'est sûr qu'on a tendance à voir les flics comme des traîtres quand on les a en face et que la cause qu'on défend est juste. On le ressent tous. Mais à côté de ça, si tu as la solution pour vivre dans un monde où il n'y a pas de flics, s'il n'y a pas de flics, toi et moi on n'est pas d'accord, on prend des haches et puis le meilleur gagne. Donc le problème, c'est qu'à part quelques utopies qui peuvent pas marcher, les flics, on peut pas faire ça. Oui, c'est ça. Et donc voilà, moi j'étais pas là pour m'en prendre aux flics. Nous, ce qu'on voulait, c'était alpaguer le brave Emmanuel. Mais on n'y est pas arrivé. Pourtant, on a poussé fort, mais on n'y est pas arrivé. Et puis après, il y a eu différentes autres actions. Il y a tout l'épisode de l'élection de la Chambre d'agriculture. Aussi, oui, parce qu'on n'en a pas parlé, mais
Dans les procès qu'ils m'ont fait, bien sûr, ils ont tout fait pour qu'on me rende inéligible. Alors que j'ai aucune velléité politique, je m'en tape, je crois à aucun parti politique, tu vois. Mais en fait, leur peur, c'était que je devienne le maire de Montjoie, vu que j'étais le seul. Parce qu'ici, le problème, c'est que tout le monde déteste le maire et déteste le maire ou Jean-Michel Baillet, mais les gens osent pas se mettre en face parce qu'il y a des coups à prendre. Donc voilà, donc ils m'ont rendu inéligible, mais ça m'empêchait pas de me présenter à la Chambre d'agriculture. Et les copains à la CR m'ont dit qu'il fallait que ce soit moi. Je leur ai dit non. Et on m'a dit, j'ai adoré. On m'a dit, c'est comme dans Gladiator, si tu veux pas que ce soit toi, faut que ce soit toi. Quand on te dit ça, que tu répondre. Donc je dis, si tu veux. Je dis, mais ça va décaper par contre. Oui. Si j'y vais, ça décape. Et voilà, et donc on a fait un excellent score. La Dépêche a réussi à trouver ça nul, alors qu'on a fait un score historique, mais moi c'est pas grave. Dans le département, c'est un score historique, c'est ça dans le département, c'est du jamais vu. Et puis si tu veux, si 100 paysans avaient voté différemment, on avait la Chambre d'agriculture. Donc ça s'est vraiment pas joué à grand chose, sachant que tu as 50% d'absentéisme aux élections agricoles. Donc tu vois, ça s'est vraiment pas joué à grand chose. Et puis chez nous, tu as des départements où ça a basculé parce que les syndicats sont divisés. Chez nous, donc j'ai dit qu'il y a 3 syndicats agricoles. En fait, il y en a 4, mais il y en a 2 qui sont tout le temps alliés dans toutes les élections. Donc en fait, ils en forment qu'un. C'est les JA, les jeunes agriculteurs, et la FNSEA. Et donc chez nous, ils sont unis, ils sont assez forts. Et donc c'est pour ça que le fait de passer à rien de les battre, alors qu'ils sont 2 syndicats alliés et que nous, on est seuls, c'était un sacré exploit. Et donc nous, on en est très contents. Je pense que l'avenir est plus radieux pour nous que pour eux, mais ça, qui vivra verra. Et voilà, donc on se bat tout le temps pour les paysans, pour lutter contre les injustices, pour lutter contre les contrôles qui n'ont aucun sens, parce qu'on est la profession la plus contrôlée dans le monde agricole. À l'heure actuelle, tu as 200 000 normes. C'est dingue. C'est des trépanés. Ouais. Et on laisse rentrer dans notre pays sans aucun contrôle, allez-y, c'est gratuit, les productions, que ce soit des Espagnols, des Marocains. Et moi, j'ai pas de haine ni contre les Espagnols, ni contre les Marocains, ni contre qui tu veux. Mais ils produisent, sans offense, objectivement de la merde, parce que l'agriculture espagnole ou marocaine, c'est vraiment pas glorieux, dans des conditions sociales dramatiques, environnementales catastrophiques, plus les trajets. Et nous, en fait, on n'a pas le droit de produire comme ça, et si on produit comme ça, on nous plie les fermes, on nous fait des procès, on nous saisit, Mais c'est incroyable. Je veux dire, toi, si tu produis comme ça, non seulement tu as les amendes, mais t'as pas le droit de la vendre. Mais eux, la leur qui est produite comme ça, rentre et est vendue en toute légalité. Donc nous, ce qu'on dit, c'est que des contrôles, on accepte par exemple sur la PAC, tu vois, les paysans touchent de la PAC. Ce que tu déclares, tu dois pouvoir prouver que c'est vrai, c'est logique. Bien sûr. Si tu as des signes de qualité, genre le bio, c'est logique que tu assumes d'être certifié. Les charges, oui. Par contre, le reste, non, en fait. Soit on nous met des normes aussi élevées qu'ils veulent, mais c'est les mêmes pour tout le monde. Soit c'est les mêmes pour tout le monde et on se base sur des normes européennes et pas sur les normes françaises. Il faut être cohérent, en fait. Parce que nous, on nous met dans une concurrence déloyale, scandaleuse, que tu as dénoncé plus d'une fois. Et c'est plus possible. C'est plus possible. Quand tu vois la détresse et l'état moral, mental et financier des mecs dans l'agricole qui bossent 70, 80 heures par semaine, c'est pas possible. C'était un des objets, du coup, presque de la fameuse montée à Paris. Quand est-ce que c'était ça? C'était en janvier, cette année. Où on a tenté de monter et où l'État a sorti des moyens, mon pauvre. On était sous un hangar. C'est ça qui est fou, en plus, c'est qu'on était encore dans une propriété privée. Tu peux raconter un peu comment tu as organisé ça, tout d'abord? En fait, les dirigeants de la coordination rurale nationale m'ont demandé de faire une vidéo pour rappeler à monter à Paris. Donc je l'ai faite. Et puis on a organisé un truc, on a mis 4 points, à l'est, un à l'ouest, un au sud, un au nord, voilà. Tous les syndicats étaient conviés, c'est ça? Tous les syndicats étaient conviés, mais vu que la coordination rurale agit, en France, dès que tu agis et que tu es dans l'opposition, tu es un nazi, donc on est l'extrême droite, donc la conf va ni aller dans l'action, ni aller avec l'extrême droite, et la FNSEA qui est au pouvoir et qui est en cogestion complète avec l'État, qui est dirigée que par des gens corrompus au dernier degré, qui gèrent les plus grosses copées de France et qui ont des salaires dingos et qui font ça sur le dos des paysans. Enfin bref, je peux t'en parler 4 heures, c'est pas le sujet. Bien sûr, aux abonnés absents n'ont pas voulu bouger, alors que pourtant les mecs de la Fédé, ils meurent comme les mecs de la CA. Et qu'on est tous d'accord sur tout ça. Mais bon, bref. Donc il y avait que nous, on s'est retrouvés dans un point où tu avais 150 paysans et, je sais pas, 60, 70 tracteurs, grand max, tu vois, 60 tracteurs. Il y avait 1500 forces de l'ordre. Il y avait 500 torts. Ouais, c'est ça. C'était hallucinant. Et il y avait l'hélicoptère en permanence. Donc en fait, juste pour nous bloquer, pendant 24 heures, l'État a craqué 1 million d'euros. Faut le voir pour le croire. Ils ont fait ça partout, ils ont nassé tout le monde, ils nous ont empêchés de bouger.
Donc après, quand même, perdu pour perdu, quand les flics escortaient les tracteurs et tout le monde pour accompagner tout le monde vers sa région, nous, on a réussi à prendre la poudre d'escampette parce qu'on était monté en véhicule léger vu qu'on venait de loin quand même. Et on a réussi à s'enfuir et on est allé jusqu'à Paris pour se prendre, on n'a pas manifesté, on n'a pas fait de bruit, pour se prendre en photo devant l'Élysée et se prendre en photo devant le ministère de l'Intérieur pour dire on est là et on va continuer les gars. Et là, on nous a envoyé la police. C'est d'ailleurs assez drôle parce qu'on nous a envoyé la Bravem, qui a mauvaise réputation. Et bien, les mecs de la Bravem ont été très corrects. Et puis, ils ont reconnu qu'ils avaient en fait factuellement rien à nous reprocher, qu'il n'y avait pas de manifestation, qu'il n'y avait pas. Donc, ils nous ont dit allez-y. Et là, les mecs reçoivent un message à l'oreillette. Et ils nous disent non, messieurs, restez là, restez là. Et là, tu as des fourgons dans les 3 minutes qui arrivent de partout. Je sais pas, les gars de la Bravem s'en vont et on avait, je sais pas, 20, 30 flics devant nous. Alors qu'on n'était pas hostile, tu vois. Et là, on nous a mis... combien on nous a mis 120 ou 150 euros, je crois 150 euros d'amende à chacun, on était une vingtaine, pour manifestation non autorisée. Alors qu'on n'était même pas dans la bonne zone, tu vois, par rapport à leur déclaration préfectorale. C'était de l'abus de pouvoir complet, à la demande de ce cher monsieur Retailleau, qui bien sûr est patriote et de droite quand il y a des votes à prendre, mais putain, les gens qui se disent de droite et qui voteront pour ce type sont de pauvres gens. Ouais, franchement, moi, je crois pas aux partis politiques. Tu votes bien pour ce que tu veux, t'es libre. Mais aujourd'hui, si tu votes républicain ou socialiste, t'es pas le couteau le plus aiguisé du tiroir quand même. Ça fait 50 ans qu'ils nous la mettent sans interruption, 50 ans qu'ils trahissent, 50 ans qu'ils couchent avec l'Union européenne contre nous. Tu votes pour eux, fais ce que tu veux, me parle pas. C'est ça mon... Vote LFI, vote ce que tu veux. Mais pas eux. Eux, c'est pas possible. C'est une histoire quand même qui est passée sous le tapis vite, quoi. Cette montée à Paris, comme tu dis, 1 million d'euros quasiment sur la facture. Rien que pour nous. Un hélico. Et surtout, il y avait ce fameux où quand tu te promenais avec un bonnet jaune dans Paris, tu prenais une amende. T'as des gamins qui ont pris 150 euros d'amende si ça avait un bonnet jaune. C'était la chasse au bonnet jaune. Et ils avaient déclenché Vigipirate. Oui, c'est ça. Ils te fouillaient les bagnoles quand t'entrais à Paris. Si t'avais un bonnet jaune dans la voiture, tu mangeais une amende. Exactement, c'est ça, ouais. T'as même le cas d'une nana bourgeoise parisienne qui avait un bonnet jaune mais pas CR, un bonnet jaune, et qui a mangé une amende alors qu'elle n'avait rien à voir avec tout ça. Mais voilà, non, c'était ridicule. Ils ont été beaucoup trop loin. Et nous, on a quand même réussi. Si tu veux, vu qu'ils avaient mis Vigipirate, on a dit vous voulez jouer, on va jouer. Et on a réussi tous ensemble à aller jusqu'à l'Élysée et au ministère de l'Intérieur. Ce qui nous fait dire que franchement, Vigipirate, pas Vigipirate, après c'est trop grand Paris. Franchement, c'est interdit de rentrer dans Paris. Bon, mais tu te gares juste à l'extérieur, près d'un métro d'extérieur de Paris. Tu prends le métro, terminé, bonsoir. Mais pour rester dans tout ça, qu'est-ce que c'est pour toi là l'avenir du monde paysan en France? Je te parle vraiment. On va commencer d'abord par vraiment les mecs comme toi en extensif. Alors les mecs en extensif comme moi ou qui ont des petites productions de qualité, les mecs qui ont la chance d'avoir un outil de transformation, ils peuvent s'en sortir avec la vente directe, ils peuvent s'en sortir en se démarquant, mais en fait c'est des niches. Parce que selon la structure, selon ta production, tu peux pas, tu vois, si tu fais de la volaille pour être en vente directe, tu peux, j'en connais. Mais c'est un travail de fou, parce que tu es obligé de faire du volume, parce que tu vas pas vivre si tu fais 10 poulets. Donc il faut beaucoup de poulets, les œufs n'en parlons pas. Donc c'est très dur. On est dans un monde où on nous donne des subventions, mais qui sont, à part pour certaines structures qui se gavent scandaleusement. Ici, tu as des très grosses structures qui prennent des millions d'euros de PAC, rien que dans le Tarn-et-Garonne. Mais c'est même plus des paysans. Mais le paysan moyen, la PAC, c'est pas mirobolant. Nous, ce qu'on veut, c'est pas des subventions, c'est pas des primes, c'est pas des centimes par-ci ou par-là, on veut juste des prix pour vivre. Et donc l'avenir, là, tout de suite maintenant, il est très sombre. Je pense que si la paysannerie s'effondre, le pays aussi, et que donc on sera obligé à revenir à autre chose. Parce qu'en fait, ce que je n'arrête pas de répéter, et tu le fais très bien dans tes vidéos, tu expliques assez bien ça. En fait, c'est que s'il n'y a plus de paysans, on perd la souveraineté alimentaire. Et c'est un enjeu qui est phénoménal. Parce qu'en fait, après, les pays qui te nourrissent, ils font ce qu'ils veulent de toi. T'es une marionnette, en fait. Il faut sauvegarder ça, même si tu penses que les paysans sont des guignols, même si t'aimes pas les paysans, même si t'es français, si tu vis en France, c'est pas ton intérêt, en fait. Et puis... ce que tu bouffes, c'est le premier médicament, c'est ce que tu mets dans ton corre. Si tu as envie de manger brésilien, vas-y. Tu peux jouer aussi à la roulette russe, tu peux aller jouer au foot sur l'autoroute, tu peux faire plein d'activités sympas comme ça. C'est une aberration totale. Et donc les gens sont déconnectés, donc ils se rendent pas compte, ils se préoccupent pas de ces choses-là. Et pourtant, c'est des combats fondamentaux. Bon, après, voilà, je pense qu'on aura toujours besoin de paysans. En fait, ça peut pas s'arrêter. Si tu veux le monde où il y a plus de paysans, déjà, tu auras des feux partout. Les paysages, ce sera plus ce qu'on connaît, ce sera Jumanji. Saupoudre de ça avec les verts qui veulent du loup et des ours partout, les randonnées, les balades en forêt, c'est terminé.
Ça, non, mais les gens, ils se rendent pas compte. Hein. Si on a éliminé même le la route, loup, c'est pas Coca-Cola qui a éliminé les loups. Hein. C'est l'homme depuis qu'il existe. Hein, et le jour où il a eu des fusils, c'était plus facile. Donc on a gagné. Mais le loup, c'est pas ton copain, en fait. C'est très joli, un loup. On peut faire des réserves, des parcs où on met des loups, il n'y a pas de souci. Mais le loup ou l'ours libre, mais les gens, ils sont débiles. Tout ça pour voir, pour faire des photos quand ils vont en vacances chez toi dans les Pyrénées ou ailleurs. Mais c'est des fous. C'est pas chez eux, en fait. Quand ils imaginent ce que c'est un ours dans ton jardin, c'est ça, qui te dévisse la tête de ton chien ou de ton gamin ou de ce que tu veux, le loup qui te tue tous tes animaux. Les gens sont hors sol à un point assez terrifiant. Mais en tout cas, voilà, j'ai digressé. Mais pour le monde agricole, si tu veux, l'avenir est sombre, mais il y a de l'espoir. Il faut se battre. Et si on se bat, on a encore les moyens de faire plier le gouvernement. Parce qu'on garde un soutien populaire très fort. Il faut être intelligent, il faut pas... Moi, je t'avoue que le jour où, par exemple, à la coordination rurale, où on aura des dirigeants aussi corrompus qu'à la FNSEA, là, je t'avoue que je commencerai à vraiment m'inquiéter. Mais tant qu'on est prêt à se battre, on a des outils, on a le bon sens avec nous. Et l'Union européenne, si tu veux, si elle crevait que les paysans, bon. Mais tout le monde crève des lois européennes. Il n'y a pas un secteur où les gens sont contents aujourd'hui. Donc bon, c'est historiquement la paysannerie, c'est l'État ou les monarchies ont toujours un problème avec la paysannerie parce que quand les temps sont compliqués, c'est les seuls qui n'ont pas de problème de famine, si tu veux, ou qui arrivent quand même à vivoter même quand c'est compliqué. Ouais. Donc voilà, donc si tu veux, on est les plus résilients et donc j'ai quand même espoir que ça tienne. Mais c'est dur, on perd beaucoup de gens et le combat c'est maintenant qu'il faut le mener. C'est pas dans 10 ans, c'est pas dans 20 ans, c'est maintenant. Le virage il est maintenant. Là, si tu avais des solutions, ce serait quoi là, à échelle de tout le monde? À échelle nationale ou par rapport aux gens? Je pense que commence par rapport aux gens, tout simplement, qui sont sensibles à tout ça. Consommer local, consommer français. Alors quand on vous dit que c'est plus cher, oui, dans les supermarchés, c'est extrêmement cher parce qu'ils se gavent. Quand vous voyez les marges, vous faites couillonner au dernier degré. Enfin, je dis vous, moi aussi, il m'arrive d'aller dans les supermarchés, c'est pas là. On se fait couillonner et les producteurs se font saigner. Mais pour tous ceux qui ont la possibilité, se rapprocher soit des producteurs, soit de magasins de producteurs, parce qu'il y en a même dans les grandes villes, des magasins de producteurs. Et voilà, enfin, c'est quand même hyper important ce qu'ils mettent tous dans leur corps. Ça, faut quand même le réaliser quand t'as des gosses, Donc, faut essayer de consommer français, de consommer de saison. Tu peux manger des fruits exotiques de temps en temps. Je critique pas le fait de manger des fruits exotiques, si tu veux. Mais par contre, si tu veux, t'as des saisons, en fait, pour les fruits et légumes. Faut essayer de manger de saison. Faut essayer de cuisiner, en fait. Ça paraît con, mais c'est ça, en fait. Et manger plus sainement, c'est-à-dire manger moins de viande, mais manger de la bonne viande. C'est mieux pour ta santé, pour ton portefeuille, c'est pas plus méchant, parce qu'en fait, au lieu de manger de la viande de merde tous les jours, et c'est tout ça. Au niveau des gens, en fait, c'est ça, c'est que le premier acte militant, c'est pas les discours, c'est comment tu dépenses ton pognon. Donc, si les gens ont une idée, il faut qu'ils dépensent leur pognon en cohérence. Tu vois, on peut prendre un autre exemple, la corrida. Voilà, tu as le droit d'être contre la corrida. Mais si tu milites contre la corrida et que tu achètes des steaks hachés surgelés de vaches élevées dans des conditions dégueulasses au supermarché, tu finances un truc qui est horrible pour des dizaines de millions d'animaux. Regarde ce que tu finances et après donne des leçons à des gens qui élèvent des animaux dans des conditions qu'on rêverait tous de connaître, qui certes meurent dans un combat à la fin. Que ces gens se posent la question, qu'est-ce qu'ils préfèrent comme vie? Une vie aseptisée où ils voient pas la lumière du jour et où à la fin ils prennent une décharge électrique, ou une vie nature de rêve beaucoup plus longue que cette vie où tu vois pas la lumière et où à la fin tu meurs en combattant. Moi personnellement je sais laquelle je choisis. Et après au niveau des changements pour sauver l'agriculture, c'est très très simple. Mais d'une simplicité folle. Si on veut sauver les paysans, il faut soit sortir de l'Union européenne, et j'ai rien contre le principe de l'Union européenne, je suis contre ce qu'elle est devenue. Il faut sortir de l'Union européenne et la refonder, ou alors taper du poing sur la table parce qu'on est la France et ils peuvent pas faire sans nous, et refuser leurs injonctions, ou arrêter, Si on veut sauver l'agriculture française, il faut mettre un terme à la concurrence déloyale, en fait. Il faut que les paysans français se battent plus les mains attachées dans le dos et qu'il y ait les mêmes normes pour tout le monde. Et ça, si l'État français le décide, il peut largement le faire et donc revenir, si tu veux, aussi à du prix pour les paysans. Donc il faut plafonner peut-être les marges de la grande distribution. Il y a plein de choses à voir parce qu'après, en fait, on est dans un pays où, et c'est viable pour tous les produits, où il faut revoir complètement le système de la grande distribution. Mais ça, c'est très long, c'est très complexe, mais c'est un des gros nœuds du problème. Mais déjà, si on veut arrêter l'hémorragie dans le monde agricole, il faut mettre un terme à la concurrence déloyale. Ça changerait tout. Si un homme politique a du courage, c'est pas compliqué à mettre en place. Mettre un terme à ces conneries de libre-échange, tu vois, avec le Brésil, Il faut se rendre compte quand même que nos politiciens nous vendent une réciprocité des contrôles miroirs. Tout le monde est bien conscient, à part les gens qui s'intéressent pas, mais
Les produits qui arrivent du Brésil, c'est pas Pancho qui produit 4 bœufs dans la Pampa. C'est bien souvent des Américains, des Européens, qui ont des structures de 5, 10, 20, 30 000 hectares, tu vois, des trucs colossaux, qui produisent des quantités folles de manière scandaleuse. Si tu vas dans leur hacienda au fin fond du Brésil, pour contrôler, en fait, tu vas avoir une mallette sur la table, mais si tu veux pas la prendre, il va y avoir un calibre, en fait. C'est le Brésil, en fait. Tu vois, c'est pas. Les gens, on dirait qu'ils réalisent pas. Tu sais, c'est pas les beaux quartiers de Paris, là. Ouais, c'est ça. C'est déjà le cas avec l'agriculture qui vient des pays de l'Est, où le bio est bio parce qu'on a décidé de mettre une étiquette, mais si tu contrôlais, voilà. Ouais. Donc non, ça, voilà, les réciprocités, les machins, non, stop. On contrôle à la frontière, c'est pas compliqué. Ils rentrent avec un camion, on analyse. Tu vois, t'analyses, t'as 25 carcasses de viande, t'en pioches 2, t'analyses pour voir s'il n'y a pas d'hormones, s'il n'y a pas tel produit. Tu fais pareil avec les fruits, les légumes, et puis c'est tout. Et revenir à un truc comme le système suisse. Et c'est tout à fait faisable en France. C'est-à-dire que cette semaine, on a des cours, on a des productions, tu vois, tu as des structures comme Rungis, comme... Voilà, cette semaine, on sait qu'on va manquer de salade en France, on fait rentrer de la salade espagnole. Il n'y a pas de souci. Si elle est produite, tu vois, dans les bonnes conditions, mais il n'y a pas de souci. Par contre, si on a trop ou suffisamment de salade, on n'a pas besoin d'importer la salade espagnole. Tu peux faire ça sur tous les produits. Et c'est à la semaine. En Suisse, ça marche comme ça et c'est génial. Et il n'y a pas de raison qu'on ne puisse pas le faire en France. Quand on dit que c'est pas possible, c'est pas vrai. Voilà. Remettre des contrôles aux frontières, voilà. C'est pas compliqué. Donc là, Pierre-Guillaume, on est à Montauban, donc on est dans les locaux de Sésame. Tu peux m'en parler un peu, du coup, toute la création, qu'est-ce que c'est tout simplement? Alors les amis, ici c'est quand même un aboutissement, vous êtes dans les locaux, donc il y a Pascal parmi nous qui est la salariée, première salariée de Sésame. Donc c'est les locaux de l'association qu'on a pu créer avec la cagnotte qu'il y a eu l'an dernier, puisque pour rappel, grâce à vous, on a levé 525 000 €. Donc moi j'en ai gardé 125 pour recréer un cheptel et faire des travaux sur l'exploitation. Et j'ai reversé le reste et aidé des gens, voilà. Donc ici, l'association, elle vient en aide aux paysans du département et des départements autour. Le but, c'est de devenir national après. Hein. Notre objectif, c'est d'être la première asso qui vient en aide au monde agricole, qui est le statut d'utilité publique, ce qui nous permet après d'avoir beaucoup plus de moyens et d'aider les gens nationalement. Et donc, c'est ici qu'on fait des réunions, que Pascal travaille, qu'on peut recevoir des gens et que la machine se met en marche. Donc on a les locaux depuis février, février. Donc depuis le début de l'année, l'association a déjà aidé ou sauvé une dizaine de fermes localement. Et puis on a des dossiers qui arrivent de plus en plus. Donc voilà où nous sommes. Ok. Et par exemple, les paysans à qui tu viens en aide, c'est des gens qui viennent te chercher? C'est vous qui faites une espèce de travail de prospection dessus ou... Alors, la prospection, c'est pas possible parce que les organismes qui bien souvent, à qui les paysans bien souvent doivent des sous, comme la MSA, ne sont pas en droit de nous dire un tel a des soucis. Donc, c'est du bouche à oreille, c'est la communication sur les réseaux et c'est aussi beaucoup de sympathisants ou de membres de l'association qui connaissent des gens qui ont des problèmes et qui leur en parlent. Et puis, si les gens acceptent, on leur vient en aide. Alors, il y a eu un cas qu'on a eu médiatisé parce qu'on avait fait une cagnotte pour aider une ferme qui a brûlé. Mais sinon, tous les cas sont totalement anonymes. On a tous signé une charte de confidentialité. Et le principe, c'est d'aider les gens sans que personne sache qu'on les aide parce que le monde agricole parle peu. C'est un gros problème pour beaucoup d'être affichés ou qu'on sache qu'ils ont des difficultés, ce qui s'entend. Donc voilà, on essaye de travailler en toute discrétion. Donc Pascal, c'est plus le travail de dossier, le lien social avec les gens, l'écoute, la douceur. Et après, moi et d'autres, c'est plus, quand il faut expliquer qu'il y a une injustice et que si ça continue, ça va être la guerre, ça c'est notre partie à nous. Okay. Donc c'est la douceur d'un côté et la fermeté de l'autre. Bonne complémentarité, quoi. Exactement. Et écoute, on peut faire un petit tour des locaux, pareil. Carrément. Donc ici, on est dans le premier bureau. Le projet, ça va être, dans les mois qui viennent, de prendre un deuxième salarié. Donc le deuxième bureau est déjà prêt. Donc ici, tu es dans le deuxième bureau. Donc comme tu peux voir, on a quand même tout très bien équipé avec les ventes aux enchères. Il n'y a pas de secret pour limiter les coûts. Donc il y a vraiment tout le confort qu'il faut pour les salariés. Et on a même un petit extérieur dehors, alors qui ne nous appartient pas, mais qui peut permettre aux salariés éventuellement de pouvoir manger dehors à midi, des choses comme ça. Donc on est en plein cœur de Montauban,
sur les berges du Tarn. Donc il y a une jolie vue depuis les bureaux sur le Tarn. Voilà, c'est un joli coin en pleine ville. Le but c'est de se développer ici, voilà, le but c'est de développer ici. Après, si on devient national, le but ce sera de financer des antennes partout en France. Parce qu'en fait, si on lève des grands fonds, on pourra apporter une vraie aide financière aux gens. Et ça passe par l'obtention du statut d'utilité publique. Sinon, si on n'a pas ce statut et qu'on garde des budgets, bon, on a mis j'ai mis quasiment 300 000 euros dans l'association, donc il y a quand même de quoi payer les salariés. Puis on a des dons, on a notamment Terre de France, que je salue, qui nous a presque donné en un an 10 000 euros. Voilà, tant qu'on reste là-dessus, en fait, on a des salariés et les gens en difficulté, on leur amène donc l'écoute, le lien social, on peut les aider à faire des travaux sur la ferme ou les envoyer en vacances et leur faire tourner la ferme pour qu'ils prennent un peu de recul par rapport à leur situation. Et après, c'est un accompagnement administratif avec tout ce qui leur pose problème où on a la chance d'avoir 3 super avocats dans l'association. Donc les frères Gros-Lambert, Hugo et Martial, et mon avocat de toujours et ami Raphaël Matard. Ces 3 avocats-là peuvent aussi être réglés par l'association pour accompagner les paysans dans des difficultés. Donc il y en a un qui est avocat fiscaliste, il y en a un qui est plutôt avocat en droit de l'urbanisme et un qui est avocat spécialiste en droit rural. Okay. Voilà. Donc l'association, ça ne se matérialise pas par des dons directement, c'est vraiment de l'aide. C'est ça, on peut te prendre si tu es mal et qu'il y a une. En fait, le but c'est de sauver les fermes et c'est surtout si tu vis par exemple une injustice et qu'au niveau légal tu te fais rouler, ce qui est bien souvent le problème des paysans qui ne sont pas à jour dans les papiers ou qui ne connaissent pas bien leurs droits. Eh ben à ce moment-là, on peut faire intervenir les avocats et l'association va payer les avocats. Voilà, l'association peut venir aussi, je sais pas, si tu es noyé sous les papiers, peut venir te ranger les papiers. Voilà, le but c'est vraiment, en fait c'est une aide personnalisée. C'est que selon tes problèmes, on va faire en sorte de t'apporter le plus de choses possible. Ok. Et pour donner un exemple, comment Sésame t'aurait aidé toi si elle existait en dehors de toi, tu vois ce que je veux dire? Moi dans mes problèmes, si moi j'étais allé voir Sésame m'aurait aidé dans les démarches juridiques, m'aurait aidé à mettre une certaine pression aux autorités, ce qui m'a pris beaucoup de temps à arriver à faire, parce que bon, dans mon dossier, j'ai quand même eu le soutien des 4 syndicats agricoles, ce qui n'arrive juste jamais. Parce que le soutien juridique, on ne se rend pas compte, mais c'est absolument énorme. Oui, bien sûr, Et puis après, pareil, quand tu as des dettes, des problèmes avec l'administration, donc que ce soit la MSA, que ce soit des banques, que ce soit des huissiers, que ce soit... Quand on vient intervenir, qu'on amène des garanties, qu'on amène un dossier du coup qu'on a ficelé, et puis qu'on dit de toute façon, voilà, ce que vous faites, c'est injuste ou c'est pas correct, agissez autrement, sinon, sinon on va être obligé de venir avec des bennes ou de faire des choses. Parce que le principe de l'association, en dehors des salariés, c'est que des paysans. Par exemple, au conseil d'administration, on a une règle, il n'y a que des paysans au conseil d'administration. Okay. Et donc le principe, c'est que les paysans soient aidés par leur père, par des paysans. Ok, et du coup, depuis le début de l'activité de Sésame, vous avez traité pas mal de cas, de dossiers. C'est quoi les cas les plus marquants un peu qu'il y a eu Alors, là actuellement, les 2 derniers qu'on a reçus, il y en a un, c'est une sombre histoire d'abus en fait, parce que des gens ont racheté une propriété où il y avait un paysan. Et donc les baux agricoles, ça ne se casse pas comme ça. Enfin voilà, quand tu exploites, c'est pour des années. Donc si on achète avec le paysan qui exploite. Et donc des gens qui font de très sales coups aux paysans installés pour le dégager, pour qu'il n'y ait plus de paysans sur leur terre, d'un côté, et l'autre c'est un cas de dette assez importante et où il faut essayer de trouver des solutions étalonnées. D'ailleurs, tu vois, dans les partenariats qu'on développe, il y a une grande banque qu'on peut citer, la Banque Populaire, qui nous a proposé de nous aider en faisant gratuitement, en mettant des gens entre guillemets à disposition pour faire des études des dossiers bancaires des gens, pour voir s'ils ne se font pas rouler, si les taux sont corrects, etc. Et sinon, après, donc il y a eu le cas public sur l'incendie, par exemple, qu'on continue à accompagner dans les démarches avec les assurances et la lutte avec les assurances pour ne pas se faire tondre. Et après, beaucoup de dossiers de gens avec des dettes. Enfin, peut-être que Pascal, tu veux nous parler un peu vite fait, sans rentrer dans les détails, donc bien sûr par rapport à l'anonymat, mais nous expliquer un peu le type de cas qu'on a pu traiter depuis le début de l'année. Oui, donc on a eu plusieurs dossiers, en partie des gens qui ont des problèmes administratifs. Ça, c'est assez compliqué, des gens qui n'ouvrent plus leur courrier. Donc on a eu une personne qui avait des problèmes de retraite, qui touchait pas sa pré-retraite. Une autre, c'était tout ce qui était retard de MSA. On a obtenu pas mal d'échéanciers de MSA
sur 2-3 ans, voire. On a un partenariat justement avec la MSA. On a eu aussi une personne qui avait des problèmes pour ses saisonniers. Donc ça, on a transmis à une personne de chez nous qui connaît bien la problématique. Donc beaucoup de choses comme ça. Et là, on vient d'avoir une autre personne aussi avec des problèmes de retraite qui n'est pas versée, rupture de RSA, etc. Donc beaucoup de choses comme ça. Quelques gros dossiers, mais aussi beaucoup de dossiers sur des personnes qui sont pas à l'aise avec tout ce qui est informatique, tout ce qui est remplir. On les accompagne. On a accompagné une personne qui avait un retrait de permis à la gendarmerie aussi. On lui a obtenu sa carte de CMI, toutes ces choses-là. Oui, parce qu'on s'occupe aussi des salariés agricoles. On aide même des petits artisans dans la ruralité. Enfin, le but, c'est d'essayer d'aider toute la ruralité. Et c'est aussi comme ça qu'on pourra obtenir, normalement, on espère, le statut d'utilité publique. Il y a beaucoup de niveaux à la détresse qu'on peut rencontrer. Et puis le fait que les gens se replient, un symptôme dont tu as parlé, Pascal, qu'on retrouve souvent, c'est des gens qui, harcelés par l'administration, le vivent mal et n'osent plus ouvrir leur boîte aux lettres. On a des cas comme ça de gens qui, pendant 2 ans, n'ont pas ouvert la boîte aux lettres. Ça peut paraître hallucinant, mais c'est une réalité. Et donc, il y a beaucoup de souffrances psychologiques. On a aidé un certain nombre de fermes aussi qui étaient au bord de la rupture. Et puis, ce qu'il y a de bien, c'est que ce qui est assez génial, c'est que quand on reprend les dossiers, qu'on enfonce un peu les portes, voilà, parce que c'est toujours pareil, quand vous vous adressez à une administration française tout en bas, on se croirait dans Astérix. Il faut le formulaire 5B, après il faut le formulaire 3C, après on n'en finit jamais. Et en fait, quand vous allez attraper le directeur, ça va tout de suite beaucoup plus vite. Et en fait, il y a qu'un formulaire, et puis on arrive à obtenir, pour certaines personnes, des fois, mieux que ce qu'ils espéraient, en fait. Parce qu'en fait, ils avaient droit je sais pas, à une aide au RSA, s'il y a là des gens travailleurs handicapés qui du coup ont des difficultés, qui ont plus les papiers à jour, et ça il faut se rendre compte aussi pour le handicap, c'est horrible. Le nombre de gens qui ont des droits et puis qui en fait sont pas respectés et qui savent pas se défendre avec l'administration ou qui font pas les papiers et qui se retrouvent dans des situations mais incroyables. Quand vous avez des gens en situation de handicap qui vivent dans des tentes alors qu'ils ont des droits, enfin c'est ahurissant. Donc c'est sur ça. Et puis Pascal après, si elle bosse à Sésame, c'est parce que c'est quelqu'un qui s'impliquait beaucoup pour aider déjà les paysans en difficulté d'elle-même. Et du coup pour tout ce qui est l'aspect écoute sociale, douceur, enfin c'est voilà. On l'aime tous beaucoup à la coordination ou dans le milieu agricole, c'est une très bonne personne et donc voilà. Voilà ce qu'on fait à Sésame grâce à vous. Ok, écoute, avec tout ça, comment tu vois l'avenir de l'exploitation? Déjà, c'est une question que je t'ai pas posée, c'est vrai au début. Quand tu t'es installé, comment tu voyais ton exploitation? Avant que tu t'attendes à ce qu'il y ait tout ça qui tombe sur le museau là. Pierre-Guillaume qui s'installe en 2017, comment il voit son exploitation? Je rêvais de ce que c'est aujourd'hui. Voilà, je peux dire que j'ai réalisé mon rêve. L'avenir de l'exploitation, écoute, aujourd'hui j'ai quand même la chance d'avoir une femme et un fils qui sont mes soleils, tu vois, je suis hyper heureux de ça. Là ça y est, tu as pu voir, tu as pu goûter, le labo tourne, les séchoirs tournent. On a du coup dans les épreuves qu'on a traversées eu la chance d'être bien médiatisés, donc je pense que les productions devraient bien se vendre, d'autant que je suis un petit producteur, tu vois. Non, ça semble bon. Après avec les ennemis que je me suis fait, l'avenir peut être plein de surprises. Ça semble être sur de bons rails là, si tout se passe bien, ça devrait être assez génial. Ouais, dans l'avenir, tu le vois Je le vois positif, je l'espère positif. Après, je suis très pragmatique et j'aime pas espérer pour être déçu. Donc, un tien vaut mieux que deux, tu l'auras, tu vois. Donc, on a eu l'occasion de goûter. Je sais pas si tu peux le dire maintenant ou pas. Comment tu comptes commercialiser après ta production? Comment tu comptes rendre accessible ta production? Il va y avoir un site internet qui est en cours de création et vu qu'on a des réseaux sociaux qui commencent à être pas trop mal, on va essayer de commercialiser principalement par internet, sachant qu'on fait que du sec et de la conserve. Donc des gammes assez larges, tu vois, tu as pu goûter 5-6 boîtes différentes tout à l'heure. Oui, exact. Donc les rillettes, les pâtés, les machins, saucisses sèches, saucissons, copas, jambon, etc. Voilà. Tout sans nitrite, donc c'est pas la charcuterie qui fait le cancer, hein. C'est que du sel et du poivre. D'ailleurs, tu as pu voir ça. Ouais. Donc à l'ancienne, en bio, etc. Donc j'espère que ça se vendra bien comme ça. Si ça suffit pas, écoute, j'irai faire des marchés ou j'irai dans des magasins de producteurs. Voilà. La chance que j'ai, c'est que le vrai porc en plein air, comme je fais sans parler d'être en bio ou pas, mais l'élevage comme je fais, c'est 0,003% de la production de porc. Ah oui, d'accord.
Donc si tu veux, la concurrence, demain, tu me dis... De porc ou de porc laineux? Non, de porc. Ah, si tu rajoutes les nœuds, tu rajoutes 3-0, je pense. Ce que je veux dire, et je déconne même pas, tu vois, et je lance même l'appel, si tu veux, même dans la vidéo. Demain, il y a un gonze qui veut venir s'installer à Montjoie et élever du cochon laineux, mais je l'aide. Il me fera jamais concurrence. Ouais. Et réciproquement, en fait, parce qu'on fera des petits volumes, si tu veux. C'est pas, on fait pas 10 cochons semaine, on fait pas 100 cochons semaine, on n'est pas une porcherie qui fait 20 000 porcs par an. Moi, dans l'idée, je veux transformer entre 1 et 2 cochons par semaine. D'accord. Donc, en termes de volume, si tu veux, et le porc comme ça, il y a de la place, il y a du métier, c'est faisable de s'installer et il y a des choses à faire sans avoir des millions d'euros à investir, si tu veux. Donc, voilà, il y a plein de choses à faire. Non, il y a de la place pour tout le monde. Et tu comptes faire seulement de la vente, du coup, de tes produits? Est-ce que tu comptes faire Est-ce que tu as d'autres idées, par exemple? Très bonne question. J'aimerais bien mettre en place aussi des stages où je reçois les gens, où je leur apprendrai à faire du foie gras à l'ancienne, la saucisse, le pâté, la base, quoi, tu vois, leur apprendre à transformer, et puis après, parce qu'après, et ça c'est quelque chose aussi que tu as beaucoup mis en avant et à raison, en fait c'est tout à fait faisable d'acheter du cochon, tu vois, même si tu as un petit budget que tu veux acheter du cochon plus bas de gamme, il n'y a pas de honte à ça si tu veux, mais pour te le transformer, te faire ta saucisse, ton pâté, économiser vachement au final, avoir la fierté de faire un truc de tes mains, assaisonner comme t'aimes, etc. Et tu peux acheter du matériel sans dépenser 100 000 euros pour arriver à faire plein de trucs chez toi. Bien sûr, ouais. Pour 50 balles. Voilà. Et donc, moi après, si je peux amener les gens vers ça, moi j'ai envie d'amener les gens en fait à retrouver leurs racines, à retrouver le goût des produits d'avant, tu vois. Moi, un de mes rêves, c'était ça. C'était de me dire que si je fondais une famille, je voulais que mes gamins ils goûtent la bouffe que moi j'avais bouffée, tu vois, qui se perd terriblement. C'est exactement ce que tu disais au début. Ça, c'est vrai que quand tu m'as demandé tout à l'heure, tu vois, j'ai pas pensé à le dire. Et ça, pour moi, c'était un truc fondamental. Parce que vraiment, la cuisine, c'est ma méga passion. Et voilà. Et donc, j'ai envie de transmettre ça. Tu vois, les gens, si j'organise des stages, bien sûr, je gagnerai ma vie, mais je vais pas les racketter. Tu vois, c'est pas qu'ils repartent avec des produits qu'ils ont fait et puis avec des recettes, du savoir-faire. Tu vois. Génial. Voilà. Ça, c'est un truc que j'ai vraiment fort envie de mettre en place. Des visites de la ferme aussi, peut-être? Ouais, les visites de la ferme, si tu veux, je les fais pas payer. J'ai reçu peut-être 400 personnes ici, 300, 400, je sais pas combien. D'accord. Des gens qui sont venus. Mais moi, si tu veux, dès que quelqu'un vient, même si je suis occupé, sauf si c'est vraiment le rush, c'est déjà arrivé, mais c'est très rare. Même si je suis occupé, je leur trouve du temps, parce qu'en fait, c'est les autres qui m'ont sauvé. Donc, si j'ai pas la figure de trouver 15 ou 20 minutes pour faire le tour et accueillir les gens qui m'ont sauvé la vie, je vaux pas une merde en fait. Donc c'est un peu brutal, mais c'est factuel. Non, mais donc, c'est tout à ton honneur. Là. Donc si tu veux, voilà, non, les visites bien sûr. Puis après, si j'arrive, j'aimerais bien développer un peu de truffes aussi. Donc si j'y arrive, ça, je ferai peut-être des visites entre guillemets payantes. Ce sera pas bien méchant, mais où les gens me suivent et où avec le cochon ou le chien, on trouve les truffes. Voilà. Génial. Ça c'est des activités sympas. Mais voilà, moi je veux remettre ça en avant et au goût du jour et m'entourer de gens vrais. Et tu vois, si aujourd'hui on fait ce format ensemble et que sur la vidéo où je présente aux gens, qui va sortir plus ou moins en même temps, où je présente aux gens tout ce qu'on a fait ici, t'es là, c'est pas par hasard, c'est parce que j'ai beaucoup de respect pour toi, pour tes contenus. Ce que tu le fais pas pour l'oseille, c'est pas ton métier, tu le fais parce que t'es un passionné et que tu crois à la cause, parce que tu bosses aussi dans la bouffe et dans la très bonne bouffe. Oui, d'ailleurs, tu m'as amené des fromages absolument fabuleux. Il en reste pas la moitié là. Donc voilà, donc c'est les gens qui te suivent, il faut bien qu'ils sachent de la part d'un paysan et qui, je pense, est bien ancré que t'es pas une youtubeuse beauté et t'es vraiment sincère et tu es vraiment dans les vraies choses et c'est rare et c'est assez rare pour être souligné, tu vois. C'est pour ça que je suis fier d'être ton ami et de faire ça avec toi. Ça me fait très plaisir. Je suis très fier aussi de pouvoir faire tout ça, d'avoir pu visiter l'exploitation, d'avoir vu que t'as quand même sorti la tête de l'eau, tout ça. Écoute, j'ai 2-3 autres questions, par exemple, même sur l'avenir de ton militantisme au Sésame, en quelques mots. L'avenir, là on va se battre pour essayer d'avoir le statut d'utilité publique, ce qui nous permettrait d'avoir des dons sans limite et défiscaliser à 70%, et donc de lever vraiment des gros fonds pour pouvoir même prêter de l'argent aux paysans, tu vois, ou prêter c'est pas légal par rapport aux banques, mais tu vois, d'arriver à se porter garant, à faire des trucs pour que les mecs aient des crédits à taux zéro quand ils sont dans la merde, ou tu vois, d'arriver à les aider à éponger leurs dettes. Ça, c'est le rêve. Voilà, on va essayer de se battre pour ça, c'est un gros combat, c'est beaucoup de temps, et je tiens à préciser, bien sûr, même si j'ai jamais
jamais eu droit à ce genre de commentaires à part dans la dépêche. Mais je prendrai jamais un euro de revenu chez Sésame. Hein. Tout ce qu'on fait, c'est bénévole. Les sous, de toute façon, je les ai donnés. Donc même si je me mettais un revenu, je serais à perte un moment. Mais il y aura jamais de revenus. Voilà, c'est vraiment pour la cause. Et donc je pense que l'avenir sera bon. Après, au niveau syndical, je militerai toujours tant qu'on voudra de moi. Peut-être un jour, ils en auront marre de ma grande gueule. Ouais, peut-être, on ne sait jamais. Mais tant qu'on voudra de moi, je militerai pour la cause. Et voilà, non, mais ça, écoute, c'est comme pour la ferme. Je suis plein d'espoir, mais qui vivra verra. Et ceux qui voudraient donner à Sésame, je ne sais pas si c'est encore en place Alors ou ça pas. arrive, ça devrait pas trop tarder. Il va y avoir un site internet, puisqu'il y aura un banquet le 21 juin avec plein de gens de la sphère, un peu des influenceurs, terroirs. Beauté. Voilà, des gens top comme toi, comme Jean-Louis, comme DOS de France, etc. Et donc ça va être accessible. On va pas faire un banquet à 90 €, on va faire un banquet à 30 €, tu vois. Et mettons pour 5 € de plus, tu pourras adhérer à l'association, ce qui aidera l'association. Et tous les sous, les gens paieront sur le site de l'asso, auront un reçu pour même défiscaliser, tu vois. Et tout ira à l'asso. Et voilà, ça c'est vraiment pour aider l'association, pour faire de la trésorerie dans l'association. Et donc pour nous aider, ils pourront donner ou adhérer. Et le site internet va arriver dans quelques jours. Si le temps que tu montes c'est sorti, je te donnerai le lien. Excellent. Si c'est pas encore sorti, on fera la pub plus tard. Exactement, on va faire comme ça. Et bien écoute, si tu avais un dernier petit message à faire passer, Écoute, avec tout ce qu'on a dit. Je vais pas provoquer mes ennemis ou dire des choses comme ça, ou voilà, il faut passer à autre chose. Mais ce que je vais dire aux gens, c'est de répéter qu'il faut prier comme si se battre ne servait à rien et se battre comme si prier ne servait à rien, quel que soit leur rêve et leur projet. Excellent. Pierre-Guillaume, merci beaucoup pour toute la visite de l'exploitation, pour le temps que tu m'as accordé. Je peux vous dire, on s'est régalé et franchement, sautez sur le site dès que les productions seront mises en vente. Voilà, vous savez, ça a galéré, t'as été tout en bas. Un peu. Ouais. Un peu, voilà. Un peu, ouais. Il y a eu Ça a 2-3 été bien obstacles. en bas, ouais. Non, mais voilà, je pense que là, on arrive un peu à l'avènement de tout ça et le moyen de te soutenir de la manière la plus honnête. Et peut-être que c'est même le meilleur moyen de te soutenir, c'est littéralement de soutenir ce pourquoi tu as fait tout ça, c'est-à-dire faire du porc laineux. Et puis j'espère que les gens se régaleront surtout, parce que si je fais ça c'est pour ça quand t'aimes cuisiner, c'est pour ça que tu cuisines. C'est une garantie ça, que je peux vous donner, au moins vous allez vous régaler. Je suis assez content, j'avoue sans trop de prétention, je suis assez content, c'est pas mal. Allez, excellent. Bon, j'ai malheureusement une mauvaise nouvelle. Si tu as un peu suivi de près l'actualité, tu n'es pas sans savoir que Pierre-Guillaume subit une nouvelle fois l'abattement complet de son cheptel. Bon les amis, là aujourd'hui on a chargé tout ce qu'on a pu avec l'accord des services vétérinaires pour les abattoirs pour pas gaspiller parce qu'on nous retue tout le cheptel. On passe d'être les seuls à avoir eu au jet ski dans le Tarn-et-Garonne à être les seuls au monde à l'avoir 2 fois. Je reviendrai vers vous parce qu'on est absolument certain que c'est criminel. Là c'est très dur, voilà, moralement, c'est très compliqué. Au moment de notre échange et de ma visite, tout allait vers le positif. Comme vous avez vu, on a même pu transformer les premières charcuteries. Et tandis que cette vidéo devait montrer un peu le renouveau et la renaissance de cette ferme qui en avait déjà pas mal bavé, ces fils de pute continuent visiblement de lui mettre des bâtons dans les roues dans une omerta opaque assez délirante. Comme il dit dans la vidéo, si Papacito s'était pas intéressé au cas, toutes les injustices subies seraient tombées dans l'oubli. J'ai quand même publié cette vidéo car elle remet quand même dans le contexte les obstacles et l'aventure houleuse qu'a vécu Pierre-Guillaume, comme tu as pu t'en rendre compte au fil des discussions. Une vidéo sortira d'ailleurs sur sa chaîne pour clarifier un peu la situation. J'ai parlé de la question cachée dispo sur Patreon. Elle est en accès libre, fais-toi plaisir et va la voir. Mais bon, honnêtement, s'il y a un type à soutenir aujourd'hui, c'est lui. Dans la description de la vidéo, je mettrai au fur et à mesure, dès qu'ils sont dispo, l'ensemble des liens utiles, que ce soit vers l'association Sésame pour faire des dons et tous les moyens nécessaires pour aider Pierre-Guillaume. Il y aura aussi ses réseaux sociaux où dessus vous pourrez suivre un peu toute l'actu. Cette vidéo qui devait donc incarner un renouveau annonce finalement la suite d'un combat rude à mener. Mais bon, si ça peut vous rassurer, il en a plus ou moins l'habitude. Et si ça peut le rassurer, on sera derrière lui pour pousser. Une pensée pour toi du coup mon ami, je pense que tous ceux qui ont regardé jusqu'ici te soutiendront à fond. Moi les gars, je vous dis à très vite ici sur YouTube. Adi chat et poulet.